Oui. d'amour. Bonjour, 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 bonjour. Je suis très très heureux de vous accueillir sur le plateau du JDH. On ouvre l'antenne du stream. Si je peux avoir un gros plan sur ma tête en 3 secondes, je ne sais pas si c'est possible de le faire ou pas techniquement, d'avoir légèrement un gros plan sur mon visage pendant que je dis bonjour ou pas. Regardez ce que je vais faire maintenant. Tu fais pas plus gros que ça, regardez bien mon visage. J'ai souhaité la bonne année en binaire. C'était des zéros. Hein. Il l'a fait. C'était des zéros. Hein. C'était une idée, de taxi. yes. En même temps, je dis bah alors, on va y aller. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonne année aux personnes qui n'auraient pas vu leur bonne année tout le monde. souhaitée déjà Bonne 15 000 fois sur le stream et dans le monde et de l'amour. Alors donc on est là pour le plus longtemps possible. Donc on a plein de trucs à vous dire. Et moi je suis particulièrement heureux parce qu'il y a un sujet de folie. Et en plus, on va inaugurer, comme c'est le début de la nouvelle année, on va inaugurer des nouvelles rubriques, donc des nouvelles chroniques à l'intérieur de nos chroniques, dans des trucs de folie, avec des jingles de tous les côtés. Ça va être Hollywood, il n'y aura pas peur des mots. Avec des trucs qui vous intéressent en même temps. Vous allez voir tout à l'heure, on a inventé un nouveau nom de chronique également, parce qu'il y a le journal du hardware, donc peut-être qu'on peut parler de journal du software. Donc il y a plein de trucs, les bons plans, les machins, les trucs. Vous allez voir, vous allez passer un moment délicieux. Moment délicieux, on va commencer par présenter la bande Crash la mort, qui est un peu incomplète aujourd'hui, mais tellement de bonheur et d'amour comme salut Otaksu. Mais bonjour, alors c'est 01net no otaksu désormais. Attention, je vous mets le Sharingan, voilà, il n'y a pas de souci. Ah, c'est une grosse nouvelle année pour moi, que veux-tu? Mais c'est magnifique, je suis très, très heureux de ton le fais. réussissement. Merci beaucoup. Je suis très très heureux d'avoir une plateforme de bench avec des trucs énormes dessus, où du coup on va pouvoir parler cartes graphiques et tout sur l'année dans le JDH, ça fait plaisir. Il nous manquait un petit peu la partie test vraiment de nerd de ouf, de pouvoir s'en occuper, ça fait plaisir, ça fait complètement plaisir. Ça s'annonce délicieux, hein. Enfin, on Oh, peut pas oui. résister. Hein. Salut Reza, tu vas bien? Je suis Salut. content que tu sois là aussi. Bah, content pour Otaksu, hein. Grâce à lui. En plus, récemment, on avait vu un truc qu'il avait posté pour la Nintendo Switch en version manette GameCube. Ouais, Je pense tout à qu'il avait fait, fait l'article sur 01net. Ouais, c'est ça. Après, il avait balancé, donc il y a pas mal de gens qui ont pu se faire plaisir. Donc au final, ça sert un peu d'avoir des soldats aguerris partout. Donc avoir Otak chez 01net, maintenant, ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'infos et de news rapidement. Et comme il disait, surtout, on manquait vachement sur les benchmarks des cartes graphiques, sachant qu'on est un sacré gros tournant. Toutes les nouveautés qui sortent, elles demandent énormément de specs. Souvent même, c'est overkill. Au moins, on aura un vrai benchmark et des vrais tests avec. Sinon, moi, ça va. On a passé la nouvelle année. C'était mon anniversaire le 17 janvier. Et je suis toujours Oh là vivant. là. Bon anniversaire. Donc, Donne ouais. pas ton âge parce que je suis sûr ça, que c'est la moitié du mien. Donc si tu veux Ouais. quelque part, on va pas Ouais, commencer non, par en effet. comme par me contrarier directement, ça va me mettre mal. Je me rapproche de toi, Pépé. Moi Faut le voir je m'éloigne de toi en même temps. Faut le voir comme ça. Moi, je suis content que tu sois là et je suis content que tu sois là également, Captain Web. Bonjour. Toujours très content d'être ici aussi. Bonne année à tous. J'en profite, on a encore le temps jusqu'au 31 Ouais, on a janvier. encore le temps. Et oui, et voilà, nouvelle année, plein de nouvelles choses à vous raconter. Alors on m'a dit cette année on va faire un peu plus grand public et tout parce donc je vous ai fait un truc d'une demi-heure sur les semi-conducteurs. Yes. Non, promis c'est pas ça une qu'on demi-heure, aime. ça va durer 10 Grand minutes. public avec Otaksu qui est présent. Bon, bref. Juste arrêtez de délirer par Je moment. parle énormément à mes deux potes dans une cave, je vois pas de quoi tu parles. Et moi, je suis très connu de ma concierge aussi. Et alors, non, mais c'est pour moi, c'est gratuit. Bon, alors, le truc, c'est que là, nous sommes donc la bande Crash la mort de 4 personnes. Il manque le petit Nanix qu'on embrasse. Ouais. Et il faut savoir qu'au cours de l'année, même dans très très peu de temps, il y aura d'autres bipèdes qui vont nous rejoindre Bien ça. et qui vont faire grossir comme ça c'est la team. Et il y a des noms que je ne peux pas vous citer qui sont donc là en cours de négociation et qui vont vous faire très 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 plaisir. Oh Tim oui. Cook et tout. Enfin, des Elon. trucs, Des mecs de base, quoi. Elon des Musk, mecs, hein. Voilà. des boss. Elon Musk. Aussi. Il a été contacté, mais lui, il a du mal. Enfin, il veut pas. J'aime pas les chauves. Bon, alors, le truc, c'est que maintenant, on va attaquer, parce qu'on voulait la gaudriole dès le début, on va attaquer avec un joli jingle, parce que dans peu de temps, c'est l'actu de la semaine. Jingle en régie. Captain, it's for you this Eh time. oui, c'est moi qui commence. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle émission, cette nouvelle année, qu'un truc qui va énerver Otaksu? C'est mon petit plaisir, c'est mon petit plaisir, si, ça ne se refuse pas. Je vais vous parler rapidement du projet de loi sur les Jeux Olympiques, puisqu'effectivement, on a un projet de loi qui encadre donc les Jeux de Paris qui auront lieu en 2024. Ça concerne plein de choses, ça concerne surtout la sécurité, mais aussi l'organisation des événements en général, le transport, etc. Mais ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est la petite partie sur la sécurité et sur les caméras, la vidéosurveillance. Alors, il faut savoir
que dans le projet de loi, ils avaient prévu de passer, et ça va se faire, un projet de loi sur la reconnaissance, sur les caméras, la vidéosurveillance biométrique. C'est-à-dire qu'attention, on n'est pas dans la reconnaissance faciale, on est dans la... En reconnaissance faciale? Alors pas encore tout à fait. On est en fait dans la surveillance boostée à l'aide d'algorithmes et d'AI. C'est-à-dire qu'en fait, la surveillance, j'ai une petite vidéo, vous avez peut-être remarqué ça, voir ça. Vous avez... par exemple, on filme une foule, et dans cette foule, on ne va pas regarder les visages, mais on va plutôt regarder les mouvements de foule. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à un endroit? Donc l'AI va dire, attention, là, il y a peut-être trop de monde, là, il y a un mouvement qui est bizarre, etc. Donc en fait, c'est des patterns qui vont être reconnus dans la foule, de façon à voir si, éventuellement, ça va déclencher une alerte. Si, par exemple, on voit qu'à un endroit où il devrait y avoir 10 personnes, il y en a 100, etc. Voilà, là, par exemple, vous avez une détection de véhicules. Est-ce qu'il est garé au mauvais endroit, etc. Et ça peut éventuellement déclencher une alerte auprès de la police. Est-ce que ces données etc. sont anonymisées Bien de sûr. floutage de visage automatique Alors, tu vois La CNIL, parce que nous avons une très belle organisation qui s'appelle la CNIL et qui donc défend les libertés individuelles, avait donné des directions en disant attention, ça c'est un peu tendu, etc. Le projet de loi avait retouché, mais évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attention, ça ne s'est pas fait finalement, mais il faut voir, parce que le projet de loi donc, est passé à l'Assemblée, il est au Sénat, et au Sénat, il y a un amendement qui a été rajouté pour rajouter justement la reconnaissance faciale dedans. Donc c'est une sénatrice, je crois, qui a déposé ça. Le projet a été repoussé, c'est-à-dire que pour l'instant, l'amendement n'a pas été retenu. On reste uniquement sur de la surveillance par algorithme, mais on ne sait pas si ça va parvenir. Alors évidemment, le thème de la reconnaissance faciale, on sait tous que c'est un peu tendu, surtout chez nous où on n'est pas habitué trop à ça. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Otaxou, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça va jamais passer. Enfin, sérieusement, ok, il y a cette idée de reconnaissance faciale ou truc comme ça. Et clairement, la technologie, on sait qu'elle est là. Mais aujourd'hui, on est face à la Commission européenne, la RGPD, tout ce contrôle des données qu'on a en Europe qui est largement supérieur à tous les autres pays. Clairement, une technologie comme ça, à moins d'anonymiser, etc. On a la CNIL, tu l'as dit, qui vraiment surveille à fond le projet, donc je le vois absolument pas passer. Ça passera, mais sous une forme anonymisée, une forme qui sera vraiment contrôlée, maîtrisée, pour ne pas nuire aux libertés individuelles. On reste quand même la France et les droits de l'homme, tout voilà, ça. Ça se fait déjà dans d'autres pays, savoir que l'idée de la reconnaissance faciale, c'est d'avoir une base de données de personnes, par exemple, on parle des stades, puisque là, ça concerne surtout les stades pendant les Jeux Olympiques, d'avoir une base de données de personnes, éventuellement d'hooligans, qui vont poser problème, etc., et de les reconnaître directement quand ils essayent d'entrer. C'est en gros l'idée que la sénatrice en question, quand elle a défendu l'amendement, a proposé. C'est-à-dire, c'est uniquement pour ça. Mais bon, on sait après que ça peut déraper un peu. Donc, on va voir. Pour l'instant, c'est pas passé, mais il y a encore, c'est pas encore Reza, terminé. t'en penses quoi? Parce que ça m'intéresse d'avoir ton avis autour de ça. Écoute, moi de toute façon, je suis un peu comme Otaxou, c'est assez compliqué. Après, ce genre de technologie, ça passe généralement avec le prétexte sécurité, quand parfois il se passe quelque chose pour de vrai ou pas. On se rappelle vraiment de l'époque, malheureusement, le 11 septembre, aux États-Unis, ça a aussi justement précipité, accéléré le fait d'avoir des passeports biométriques dans le monde entier derrière, pour sécuriser les aéroports et on est autres. toujours en plan Vigipirate, ça n'a pas bougé. En plus, tu vois, donc c'est souvent le truc. Donc on trouve on attend pendant qu'il se passe quelque chose ou bien on se met en mode prévention pour justement qu'il ne se passe rien derrière. On va faire passer quelque chose côté sécurité, mais après on l'enlève pas, on le garde parce qu'au final on sait que tout ce qui passe finalement va souvent rester derrière. Donc, la reconnaissance faciale, pour le moment, je suis pas très chaud. Mais c'est vrai que les JO, tu ramènes ça facilement. Tu dis ok les gars, vous voulez pas, mais s'il se passe quelque chose aux JO, c'est toute la France qui prend. C'est le pays qui sera fautif, on sera jugé coupable par rapport au nombre de pays qui vont être présents pour les JO. Donc, je sais pas comment ça va se passer de ce côté-là, mais en vrai, je suis comme Otax. Moi, personnellement, je suis pas chaud. Et bien évidemment, il faut rendre anonymes les données qui sont récoltées. Bon, on va voir ce que ça va donner. C'est un énorme marché. Tu as dû d'ailleurs, tu vas nous parler du CES tout à l'heure. J'imagine qu'il y avait des trucs sur la vidéosurveillance et sur la reconnaissance faciale au CES. Et puis encore, là, dans cette émission, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit parce que voilà, tout à l'heure, je vais faire un truc sur les CES, mais c'est une partie du CES parce que j'ai de la matière pour 4 jeudis minimum. C'est-à-dire que là, je vais séparer entre ici et le récap. Il n'y a qu'un sujet qui est similaire. Mais c'est vrai qu'au CES, ça fait partie des deals. Et je voulais rajouter un petit truc en parlant de ça. Moi qui ai eu la chance d'aller beaucoup en Asie avant le Covid, par exemple, en Chine, si tu veux prendre le train, juste le train, reconnaissance faciale à l'entrée, c'est-à-dire que tu as un endroit où toutes les personnes, une par une, passent à la reconnaissance faciale avant de monter dans le train. Il y en a qui ne sont pas montés dedans. Moi, j'étais à côté. Il y a une file à côté pour les gens qui ont des passeports. Donc, les étrangers ne sont pas
sur les reconnaissances faciales, mais tout le monde prend le train Après, c'est un avec, passeport biométrique, donc quoi qu'il arrive, ils ont des données. ils ont des données, mais enfin, on ne Ouais. passe pas officiellement avec pas le, pareil, ouais. le trombinoscope, alors que, voilà, c'est Parce que en plus, en Chine, c'est lié au crédit social. Donc, c'est encore Ouais, autre chose. c'est si ce tu que- veux. lié c'est au ce à crédit quoi je social, pensais, Ouais, tout à fait. C'est violent. voilà, c'est Ouais, c'est Black un Mirror. épisode de Black Mirror, le bordel. Hein. C'est Black Il y a Mirror. pas de- Justement, essayons d'éviter ça. C'est un peu l'idée. C'est de dire bah, que ouais, voilà, j'ai- c'est j'ai un mieux, exemple hein. à ne pas suivre. Mais ça reste quand même un énorme marché. Pour vous donner une idée, là, en 2021, c'était 40 milliards d'euros, 43 milliards d'euros par an, de dollars par an. Et d'ici 2028, ce sera 85 milliards, donc x2, 14% d'augmentation tous les ans sur le marché de la biométrie, de la reconnaissance faciale et de tout ce qui s'ensuit. Ça donne la direction. Ça donne la Ça direction. donne la direction. En parlant de direction, il y a un truc dont on parle beaucoup, même au CES Las Vegas, chat GPT. Ah. Alors, il y a des tas de trucs, parce que moi je vois autour de moi, parce qu'il y a des gens qui sont en train de... alors, j'ai fait corriger ma copie par chat GPT. Il y a des tas de trucs comme ça. Et là, il paraîtrait carrément que c'est arrivé à un tel niveau que... Oui, alors on n'arrête pas d'en parler depuis que c'est sorti, c'est assez récent. On a l'impression que ça fait des mois qu'on en parle, mais en Tout à réalité, ChatGPT, ça date de novembre. Novembre, je crois, ouais. Voilà, novembre, c'est ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de récent et on en entend parler partout. Et surtout, on commence à avoir des applications véritables. Je sais que moi, ayant des ados, je sais que ça y est, dans les collèges, dans les lycées, il y a des gosses qui savent se connecter, qui savent l'utiliser. Et on comprend pourquoi, parce qu'en réalité, très rapidement, tu poses une question, il va te sortir peut-être pas le détail d'une dissertation en entier, mais c'est par très contre, bon. euh, Ouais. tout ton plan, par exemple, que tu as à suivre, tu as juste à peut-être changer 2-3 phrases, etc. Ça me rappelle le Wikipédia pour notre génération, tu vois. Genre, il y a eu Ouais, un c'est avant ça. et un après Wikipédia, en fait. Mais Wikipédia, tu étais encore obligé de faire la recherche. Mais ouais, fallait toujours C'était- bosser. Voilà, Ah, tu n'étais pas obligé d'aller taper la bibliothèque et d'aller prendre 50 livres, les feuilleter, etc. C'était une grosse avancée. Et là, on parle de quelque chose qui peut éventuellement taper à ta place. Bref, un professeur d'université, c'est une école de commerce en Pennsylvanie, si je me souviens bien, qui s'appelle Christian Terwish, excusez-moi d'écorcher son nom sûrement, a fait un petit test parce qu'il s'est dit bon bah c'est bien, effectivement les élèves commencent à l'utiliser, mais en réalité est-ce que cette intelligence artificielle est si intelligente que ça? Est-ce qu'elle pourrait passer un diplôme de MBA? Alors MBA c'est Master Business Administration. Voilà, exactement. Et il a fait passer des tests, en fait, comme le passerait un étudiant. Et au final, il a dit, alors, attention, c'est pas parfait partout. Sur certains domaines, par exemple, bizarrement, les mathématiques, le ChatGPT a du mal sur des trucs très simples, des trucs de 6e. Peut-être parce qu'il ne comprend pas les énoncés, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des erreurs toutes bêtes. Par contre, quand il s'agit en langage naturel de faire des explications de texte, de décrire un concept, là par contre, il est très fort. Et au final, donc il lui a fait passer des examens comme un étudiant passerait un diplôme, et le bordel a eu une note d'à peu près 12 sur 20. Ce qui veut dire Pour que- le moment, attends, moi je rajoute déjà 12 sur Ça veut 20. dire qu'il est Pour diplômé. le moment. Hmm. On va voir. Puisqu'on rappelle qu'on est né à GPT-3 et Voilà. la version 4 devrait arriver cette année. ça. Alors, on nous a promis 100 fois plus puissant. Comme on en parlait déjà, ce sera probablement pas ça. En tout cas, il y aura peut-être beaucoup plus de sources et il sera censé donner des meilleures réponses. Mais ça ouvre tout un univers et ça, à mon avis, ça va changer beaucoup au niveau de l'éducation aussi. Parce qu'à partir du moment où tu sais que n'importe quel élève va pouvoir aller sur cet outil, demander un Chercher truc, quelque chose, ouais. rechercher quelque chose, et ben c'est peut-être plus la même façon d'éduquer et la même façon d'apprendre. On va voir ce que ça donne. Moi, je vous le dis, hein, l'IA, je pense que ça va vraiment être en 2023 l'énorme sujet de l'année, parce qu'on commence à avoir des applications véritables que n'importe qui peut utiliser, même des enfants, hein, puisqu'effectivement, ils peuvent aller se connecter dessus. Et on va voir ce que ça va donner, mais alors, je suis vraiment très curieux, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Je ne dis pas que ça va être fantastique. Et le truc que je tiens à ajouter quand même pour aller alimenter ce que tu dis, c'est l'IA, c'est pas uniquement, tu sais, c'est réservé bientôt. Ah, l'ordinateur va te répondre. Tout secteur d'activité, c'est médical, c'est machin. Tout secteur d'activité est concerné. Oui. C'est ça qui est délirant. D'ailleurs, je vous avais parlé, on avait parlé de l'IA, j'avais fait un petit dossier à la fin de l'année dernière. Et rappelez-vous, je vous avais parlé de ce site qui s'appelait Do Not Pay, qui est en fait une sorte de robot Ah oui, avocat. Oui, ah oui, c'est énorme. Et donc là, ils ont lancé une sorte de défi. Ils ont dit le premier avocat qui peut apporter un dossier qu'il va déposer, qu'il va défendre devant la Cour suprême, on lui donne $1 million pour qu'il se contente de se taire et juste de lire les réponses de notre chatbot. Alors, Et là, ah non, je suis- Chez le mec dont c'est le dossier à défendre, par contre, mais. Voilà, c'est ça. Alors après, il faut se dire, le mec, il va, voilà, peut-être qu'il va acheter un trait sur Peut-être sa t'auras $1 carrière. million, peut-être tu seras en prison. Non, mais je sais pas, Ah, le $1 million, il l'aura de toute façon. C'est juste Oui, que mais, après, est-ce que en ça va être bien France, pris par la Cour suprême? Moyen. je pense qu'ils sont pas petit doute. prêts. Par contre, j'aimerais qu'on lance un petit défi aux personnes qui nous regardent. On va faire un petit sondage comme ça sur ChatGPT. Parce que tout à l'heure, je disais GPT, tout le monde a dit ça y est, dit non, même pas. GPT. C'est pas moi. ChatGPT. Est-ce que pour vous, ChatGPT, c'est innovant, surcoté ou bien vachement dangereux? C'est innovant.
C'est ça qu'il faut savoir. Ou les trois à la fois. C'est innovant. C'est- Ou ça peut être Quelqu'un- les trois. tiens, ouais, On peut pas il pousser faut- les trois, mais en il vrai, faut- c'est il les faut- trois. ce ouais. serait Moi, je un bourre peu- le 3 immédiatement, Bien sûr. clairement. Parce que oui, là, il commence à y avoir des trucs qui sont... On en parlait de toute façon à chaque fois dans cette émission, il y a des choses qui Ouais. deviennent très très troublants. Vous verrez avec le CES Las Vegas, entre ce qui se fait ici ou ce que je vous apporterai, il y a eu des trucs très très troublants avec des IA qui sont capables de dessiner des visages devant toi, parler avec toi en même temps et tout. Je veux dire, les petits peintres de Montmartre, quoi. Et tu avais l'IA qui était devant toi avec un visage humain, c'est un truc qui se décorait. Il te pose des questions, il te dessine en même temps et tu t'es là, oh là là. Et puis il corrige derrière quand ça va pas et tout. Mais après, c'est pas. C'est une partie de ce qui se fait. La peur principale, c'est que ça va remplacer l'être humain, etc. Mais en réalité, c'est une aide fantastique. J'ai eu l'occasion, j'avais un truc à coder et j'ai pas fait de code depuis 3 ans, quoi. Et je me suis aidé justement de ChatGPT en lui demandant j'ai besoin de faire ça, ça, ça dans une base de données. Il m'a sorti des codes et j'ai fait en 1 heure, 1 heure et demie. Parce que honnêtement, ça m'aurait pris une journée et demie sinon, parce que j'avais complètement tout oublié. Ça reste quand même un outil qui Ouais, j'allais y venir, moi, justement. semble assez Je suis génial. d'accord avec Captain, parce que justement, beaucoup de gens le voient surtout comme un outil de remplacement. Moi, je le vois plus comme un outil d'aide. Tu vois, parce que vu que Moi, je j'ai le vois fait- comme aide. Moi, que j'ai fait des études d'informatique, Je le vois comme la aide. première chose qu'on a appris à faire en première année d'école d'informatique, c'est utiliser Google. Ouais. C'est bête quand je dis ça comme ça, mais aujourd'hui, je parle à tellement de gens de mon âge ou plus jeunes qui ne savent pas utiliser Google, même à peine à 30%. Ouais. Et quand tu pousses un peu. Je me rappelle, il y avait un très bon livre qu'on avait lu en 2e année. C'était Les bases du hacking. C'était un livre français d'ailleurs. Et dedans, tu as une grosse partie sur la recherche d'informations. C'est divisé en 4 chapitres. Et tu as une partie sur la recherche d'informations. Il t'apprend à faire les recherches sur Google avec le type du fichier recherché, les machins, les trucs et tout. Il y a pas mal de trucs dedans. Et au final, tu pousses, tu dis, mais attends, en fait, Google, c'est un outil de fou. Et au final, les plus vieux auraient pu dire déjà que c'est de la triche de passer de faire des recherches en bibliothèque à faire des recherches sur Google. Mais Donc, il le il y avait- disait déjà, en fait, à exactement, l'époque, c'était clairement. déjà ça à l'époque. Le truc. Donc, aujourd'hui, pour le moment, du moins, moi, je vois plus ChatGPT comme un outil d'aide. Moi, je l'avais testé récemment, c'était pour faire de la description. Donc, ChatGPT, dis-moi qu'est-ce qu'une console 16 bits. ChatGPT, parle-moi de la 6e génération de console. ChatGPT, parle-moi de ça. Et du coup, il répond, le con. Et tu vois, Ah, Google répond aussi, il raconte hein, des ça choses. par là. Au final, c'est les mêmes questions que je posais à Google. Que pose à Google. Sauf que là, au lieu de poser la question à Google, d'ouvrir 7 liens Ouais. et de faire mes recherches dans les 7 liens, lui, il fait une compilation des 7 liens Mais pour c'est moi. ça, son truc. Et il me met la recherche. En fait, Donc, tu pour le gagnes du moment, temps. je gagne du temps et je le prends comme un outil d'aide plutôt qu'un outil qui va faire ce que je dois faire à la place. 67% des gens qui nous regardent trouvent que ChatGPT est innovant. Zoua. Donc, Je veux pas vous on- casser non, la mais tête, on va reposer. Attends, on fera le même sondage dans 6 mois. Si dans Ouais. 6 mois, parce qu'il y a la version 4 qui va se pointer, est-ce que dans 6 mois, on va faire quelque chose de Il y différent a une version payante aussi qui commence à être disponible. Ah, 40 balles hasard. par mois pour avoir un accès Ouais, illimité. en vrai, ce que j'attends surtout de voir, c'est quand il y aura une version online. Parce que pour l'instant, les données sont vraiment maîtrisées parce que l'outil est offline. Ils ont Quand, été très très prudents avec quand même, tu vois. Dès que tu commences à Oui, poser une et question qui d'ailleurs, sort un peu des lignes, Tu as vu comment ils ont entraîné l'IA pour qu'elle soit aussi prudente? de quoi Oui, avec évidemment avec des êtres humains qui sont sous-payés. Exactement. Question. Et qui voient des images absolument atroces toute la journée, qui Oui. se sont fait complètement abuser. Enfin voilà. Bah, Ouais. c'est Et au Kenya, je crois que tout ça a été balancé. Bah oui, oui, Tu vois c'est la réalité derrière Oui. tout ça. c'est hein. entre autres Amazon Turk. Vous connaissez Amazon Turk Non. Non. Amazon Turk, c'est un système de je sais plus comment ils appellent ça, des micro-jobs. À savoir qu'en fait, n'importe qui peut se connecter dessus et tu as des micro-jobs. C'est-à-dire que tu es payé 3 centimes, par exemple, pour entendre un mot et tu vas le taper. Et tu fais vraiment des micro-jobs et au final, c'est atroce parce qu'il y a plein de gens aux États-Unis aussi qui bossent là-dessus parce que ça fait des revenus. En fait, tu peux rester chez toi, tu peux le faire, mais c'est vraiment payé horriblement et des fois, il y a des trucs qui sont pas terribles. Par exemple, il y avait, c'était la CIA, je crois, qui avait engagé des mecs comme ça parce qu'en fait, ils avaient des tas de photos qui venaient de différentes guerres, d'attentats, etc. Ils avaient besoin que ces photos-là, tu as un humain qui les regarde et qui mette des mots-clés dessus. Voilà, pour en fait avoir une base de données finale. Et imagine que tu passes, il y a des mecs qui ont été engagés, qui ont passé des jours entiers à regarder des photos d'attentats puis à rentrer des mots-clés dessus. Et c'est Pour exactement 3 ce qui centimes s'est l'image. passé chez ChatGPT Ouais. pour éviter justement de sortir des résultats dégueulasses. Enfin, ChatGPT merci. et Merci. Un peu Navi. toutes les Les IA. informations. Ah, je savais Mm. pas. Ah, je me doutais un peu, parce que j'avais eu des infos sur les gens qui faisaient des modérations sur Facebook et autres, qui devenaient, C'est la même mouvance. qui devenaient dépressifs, qui voyaient des horreurs. Et c'est le même principe, entre Bah, il guillemets. faut bien Il entraîner- ne faut exactement pas la être même chose, affronté à ça. Il faut bien entraîner les IA. Il faut bien entraîner les IA pour le faire à leur place. Bon, on va changer de sujet, Otaksu, parce qu'il y a Très peu de temps quand complètement, même. Apple a fait tomber du ciel des informations. En ce qui me concerne, égoïstement, m'a fait tomber du ciel un HomePod dont je parlerai
certainement la semaine prochaine, Yes. parce que pour le moment, embargo. Donc voilà, je ne peux pas. Donc, il a il aussi est là. fait, Oh là là, il est là. Je ne sais même pas s'il est là d'ailleurs, le produit. Oh, Et on l'a reçu, et donc je aussi. pense qu'il va commencer à arriver quelque part dans les rédactions bientôt, je pense. Ah, il est le là. truc- hein, mais il est en test, hein, oui, mais il y a pas peut-être. de- Alors, pas de oh frein. là là, tout ce mystère absolument incredible. Mais le mystère va être levé en partie. On va parler maintenant des Mac Mini et des MacBook Pro qui, paraît-il, selon Otaksu, Ce n'est qui est pas un paraît-il. garçon, ils sont plein de talent, charme et humour, tout ce qu'on n'a pas eu, directement, les SSD seraient plus lentes. Oui, voilà, après cette intro incroyable. Alors en fait, oui, vous n'êtes pas Mérovingienne. sans savoir. Je vais prendre particulièrement l'exemple du MacBook Pro parce qu'il faut expliciter un petit peu une certaine notion technique en parlant de cette news. Alors il faut savoir qu'effectivement, Apple a dévoilé les MacBook Pro M2 Pro de 2023 très récemment, en 14 et 16 pouces. Évidemment, la nouveauté, c'est l'intégration du M2 Pro, donc le nouveau SoC d'Apple. Il y a eu également un refresh du Mac Mini, là aussi en M2 Pro, mais surprise, découverte notamment par 9to5 Mac, la version de base, donc le stockage à 512 Go dans le cadre du Mac Pro M2 Pro, parce que c'est très très chiant à dire, marche plutôt lentement par rapport aux autres versions, c'est-à-dire que sur un benchmark technique qui est le Blackmagic Design, qui est un benchmark dédié notamment au montage du vidéo, on voit que le SSD chute de 800 MB en écriture et presque 2000 MB en lecture par rapport au même modèle, donc le MacBook M1 Pro, de l'année précédente, une chute assez massive globalement, même si là on est sur un test d'usage professionnel, il n'empêche que cette chute-là peut provoquer des ralentissements que n'aurait pas eu le M1 Pro à l'époque, et c'est pas la première fois qu'on le voit chez Apple, puisque le MacBook Air M2 a eu exactement les mêmes soucis. Corrigé ou pas? Et a priori, ça ne peut pas être corrigé, je vais Bah t'expliquer justement. pourquoi. Et a priori, le Mac Mini le subirait aussi. Le problème de ça, qu'est-ce qui explique ça? C'est tout simplement parce que physiquement, les appareils Apple utilisent normalement plusieurs puces qu'on appelle NAND, donc des puces de stockage. Il y en a 2, 4 généralement, mais c'est toujours un petit peu en couple ou en quadruple paire, on va dire. Et le truc, c'est que quand tu as cette configuration-là, tu peux faire ce qu'on appelle un RAID 0, c'est-à-dire que même si tu as 2 puces physiques, elles sont comptées comme un seul stockage, et le système peut du coup optimiser ses performances en mettant en parallèle 2 tâches sur 2 cœurs, on va dire cœurs physiques différents. Donc du coup, l'écriture et la lecture restent super hautes. Sauf que Apple, dans ses configurations de base de cette année, a choisi de n'utiliser qu'une seule puce. Donc même si, par exemple, si vous avez 1 Tera de stockage sur la version d'après, vous avez 2 puces de 512 Go. Sauf que sur la version de base, il n'y a qu'une puce de 512 Go pour faire le 512 Go. Sur les M1 Pro, en fait, il y a 2 puces de 128 Go pour faire un 256. Donc tu ne perds pas les avantages de cette technique d'optimisation, d'avoir deux trucs Oui, physiques. Otaksu, je comprends très bien, mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, tu vas m'expliquer ça comme un béotien, c'est comment une entité comme Apple, qui en effet tire sa force actuellement des M, peut se dire on va faire moins bien que la génération précédente, sachant qu'il va y avoir des benchmarks derrière, Bien que les sûr. mecs commencent à taper dessus, que même Que si c'est les pas la Américains première fois. adorent ça, ils se gênent pas pour faire des benchmarks dans lesquels ils défoncent. Comment ils savent très bien que ça va être détecté. Ben, évidemment, d'autant que ça a été vu juste avant. Donc Et forcément, yes. les gens étaient chauds pour faire les tests et se rendre compte de ça. Alors, ça a été détecté à l'époque du MacBook Air notamment. Et la rédaction de Zero Net, je crois que c'était Pierre, avait demandé directement à Pierre Apple. Fontaine. Pierre Fontaine, Adorable. évidemment. Avait demandé directement à Apple. Et leur réponse était plus ou moins, en paraphrasant parce que ça date, que les gens verront pas vraiment la différence, que de toute manière, avec cet ordi-là, avec ce stockage-là, tu vas pas faire du montage en 4K. Alors, ok, certes, mais Moi, je trouve non. que l'argument est fallacieux quand même. Bah, tu fais une promesse de puissance et que tu ne suis pas sur la truc de base, on est d'accord que méchant, c'est mais non. Clairement, on suppute, mais c'est très très évident que Apple fait juste des économies d'échelle. En fait, tout simplement, c'est mieux de faire une commande massive de 512 Go, de puces de 512 Go que de devoir faire une petite commande de puces de 256 Go pour avoir les mêmes performances. C'est pour ça que je vous parlais du parallélisme de ces solutions-là. Donc, clairement, voilà. Donc, comme d'habitude, Apple a fait une Apple, tout bêtement. Non, mais le truc, c'est quand même, on a un produit d'appel au niveau Ouais. du Mac Mini qui est intéressant. Donc moi, ce que je vois industriellement, d'une façon comme ça, tout à fait neutre, c'est qu'il y a des compromis.
Il y a des compromis sur notamment le Mac Mini, de ce que je comprends. Où, Bah, où ils ne pouvaient pas non plus, s'ils doublent le nombre de puces et autres, il faut monter le tarif, on est bien d'accord sur ce point-là. Mais en fait, c'est justement qu'ils devraient commander des puces qu'ils n'ont pas besoin de commander seulement pour les modèles de base. Et c'est pour ça qu'ils ne le Ok. font pas. Donc c'est encore une fois, c'est théorie. Il n'y a pas Oui, de c'est- confirmation c'est- officielle. ouais, mais, ouais, enfin, ouais. clairement, C'est intéressant. c'est de la logique de prod en fait. Donc c'est pas bien compliqué de le déterminer. Ils font des économies d'échelle en facilitant la production des appareils et surtout en ne faisant pas de commande de stockage NAND, sachant en prime que le stockage NAND, donc NAND, c'est la technologie de stockage communément utilisée dans ce genre de produit, sachant que en fait les puces NAND ont bien connu l'inflation aussi, donc nécessairement ça les arrange beaucoup de baisser ça, quitte à ruiner du coup le modèle d'entrée de C'était base. mon idée de quoi, base par rapport à ce que tu dis. d'entrée de gamme, pardon. C'est ce problème de coût actuellement de produits. On a pu voir, on en parlera tout à l'heure justement avec le CES, le nombre de produits qui ont été annoncés non présents sur les stands. On est quand même dans quelque chose qui est unique dans la profession depuis que moi j'y vais. C'est-à-dire qu'en général, c'est l'endroit. Si tu as un truc à montrer, c'est là. Hein. C'est-à-dire, tu dis, allez, hop, tournez manège. Et là, on a vu des tas d'annonces et on voyait des stands. Ben non, c'est pas fini, c'est pas prêt. Après, Alors- en sachant la Ouais. marge que se fait Apple sur ses produits, qui est colossale, ça a toujours été le cas, hein, attention. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas rogner un peu dans leur marge pour faire du 256 Go ou baisser le prix un petit peu plus de leur entrée de base, de leur modèle d'entrée Non. de gamme? Blasphème. Moi, je pose juste des Je questions. dis que tu as raison c'est de poser tout. la question, mais de ouf. voilà. Tu as tellement raison de poser Voilà, la question, c'est mais tout. après, s'ils partent du principe que les gens, et on va finir avec ça, si on part du principe que les gens vont pas s'en rendre compte, puisque c'est en effet ce que tu as dit, on va pas monter en 4K machin truc avec ce produit, bah, c'est un peu facile dans ce cas-là, on peut enlever et se dire, bon, après tout, ça va passer crème. La et après, il y a plupart les des benchmarks. utilisateurs ne s'en rendront pas compte. Ouais, il y a les mais, benchmarks derrière. c'est pas normal pour autant, quoi. D'accord, on en reparlera. Tu nous dis des trucs, tu vois, c'est super important. Il y a des trucs le public ne le savait pas. C'est beau. Merci Otaxio. On va passer quelque chose de très différent avec toi, Captain. On va parler de semi-conducteurs. Tout à fait. Et La guerre en plus. La guerre des semi-conducteurs, parce qu'effectivement 2023, si tu veux. Alors ça faisait déjà quelques temps, hein, on a eu un paquet de choses qui se sont passées au niveau des semi-conducteurs. Évidemment, ça a commencé en 2020. La pandémie, la rupture des chaînes de production, problème de matières premières, etc., le transport. On s'est retrouvé en fait dans une situation qui n'avait jamais été connue avant. Et du coup, simplement l'Occident s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on était vachement dépendant aux semi-conducteurs produits en Asie. Alors c'était déjà le cas avant, mais avant, comme il n'y avait pas de problème de pénurie, comme il n'y avait pas de problème de transport, on s'en rendait pas trop compte. Quand la machine roule, elle roule. Voilà, exactement. Alors, semi-conducteur, juste un petit détail. Quand on parle de semi-conducteur, il y a d'un côté la matière première, le semi-conducteur, donc à base de silice, à base de quartz, etc. Et on a le semi-conducteur, et souvent c'est ça qu'on parle des puces. Donc la puce finale, en fait, qu'on va retrouver dans votre carte graphique, dans votre automobile, un peu partout. C'est un marché énorme, c'est un marché de 600 milliards de dollars pour l'année 2021 et qui va continuer de grimper dans les années à venir. L'objectif, donc en gros, des 10 ans à venir pour l'Occident, donc pour les États-Unis, pour l'Europe, ça va être de réindustrialiser et de récupérer la possibilité de fabriquer sur notre sol des semi-conducteurs de façon à ne plus être dépendant. Pour plein de raisons, entre autres du point de vue sécurité, parce que la Chine commence à avoir des capacités de plus en plus grandes. Aujourd'hui, le principal producteur de semi-conducteurs, c'est Taïwan. Juste derrière, tu as la Corée du Sud, et la Chine, je crois, est encore troisième pour l'instant. On pensait qu'elle allait dépasser Taïwan et la Corée du Sud cette année, l'année dernière, et en fait, c'est pas arrivé parce qu'il y a eu, entre autres, les restrictions dues au Covid, etc. etc. Donc, il y a deux fronts dans cette guerre des semi-conducteurs. Il y a le premier front qui est un front politique, évidemment, où on va jouer sur des restrictions et sur des subventions qu'on va donner aux entreprises. Et le deuxième front, c'est un front industriel, donc la construction pure et simple d'usines qu'on va retrouver donc sur notre sol. Et justement, on a deux infos dont je vais vous parler. Une du côté politique et une du côté production. On va commencer tout de suite Vas-y. par la politique avec les USA qui en fait ont décidé d'utiliser une politique habituelle, à savoir la carotte et le bâton. La carotte, qu'est-ce que c'est? C'est le CHIPS Act. Le CHIPS Act, c'est pas une loi, mais en fait comment tu appelles ça? Un décret, je ne sais pas. Ouais, un décret. Hein. Oui. Enfin bon, bref. En tout cas, une politique qui fait qu'ils vont investir énormément dans les semi-conducteurs dans les années à venir. Et attention, c'est pas ridicule, puisqu'il y a une enveloppe de 280 milliards de dollars qui a été décidée pour la technologie, et parmi ces 280 milliards de dollars, on en a 20%, soit 53 milliards qui partent directement pour les semi-conducteurs, pour faire construire des usines sur le sol américain, et pour la recherche et développement,
pour développer donc les nouvelles Des technologies. subventions au développement et à la production Exactement. locale, quoi. Ça a été signé le 9 août dernier, donc, et sur 5 ans, il va y avoir donc des milliards qui vont partir là-dedans. Et ça, c'est le côté carotte. Maintenant, il y a le côté bâton. Et le côté bâton, évidemment, c'est la restriction vers la Chine principalement, puisque s'il y a bien un truc que les États-Unis ne veulent pas, c'est que la Chine puisse développer des semi-conducteurs, surtout ceux de dernière technologie. Alors, dernière technologie, on est à combien de nanomètres 5 On Ah non, on est à descendu. 3 là. On est à 3. Ouais, et On est à 3. On est à 3, et voilà. on discute du 2 là. Voilà, donc en gros, la Chine, Ouais. pour l'instant, c'est très bien produire du 10, du 12 nanomètres. Par contre, dès qu'on rentre dans des tailles plus petites, donc vraiment de la très haute technologie qui est utilisée entre autres dans les armements, mais aussi dans les cartes graphiques, puisqu'on est à 5 nanomètres, je crois, sur les Nvidia. Sur les Nvidia, c'est du 4. Du 4. Ouais, dernièrement, mais après, tu as du 5 sur les smartphones et tout. Enfin, c'est Voilà. la miniaturisation, donc plus c'est petit, plus. Donc les États-Unis a voté plein de choses pour restreindre ces technologies à la Chine. Ça passe surtout par un truc, c'est le fait de ne pas leur donner les moyens de production. Et en gros, les machines et les technologies qui permettent de faire ça, il n'y a pas énormément de boîtes qui peuvent le faire. Bon, tu as tous les Taïwanais, Corée du Sud, mais de toute façon, ils ont signé un accord avec les États-Unis, ils ne le partagent pas avec la Chine. Mais tu as 2 boîtes, une aux Pays-Bas et une au Japon, qui, elles, pour l'instant, sont plutôt ouvertes. Donc, en gros, Biden a rencontré le président, les chefs d'État du Japon et des Pays-Bas pour en discuter. Et normalement, d'ici 15 jours, ça va être fini aussi. Donc, en gros, la Chine n'est pas en très bonne position là-dessus, puisqu'ils ont déjà perdu des parts de marché l'année dernière. Et ça devrait continuer parce qu'ils se retrouvent un peu bloqués. Ils n'ont pas encore les moyens techniques de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le côté industriel. Et là, je vais vous parler d'une usine de semi-conducteurs qui vient d'être décidée, qui va être construite en Allemagne. C'est Wolfspeed. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas parce qu'en fait, c'est un producteur de semi-conducteurs qui travaille sur le carbure de silicium. Ouais, toi Oui. aussi, ouais. Oui, carrément, ouais. non, mais technique. Alors- moi je suis très très content de l'entendre. Et Parce ça que- carbure non, mais le c'est- silicium. Voilà. Alors, d'habitude, les semi-conducteurs sont basés sur du silicium. Mais au-delà d'une certaine taille, en fait, le carbure de silicium coûte moins cher et surtout, c'est pour quelque chose de bien précis, c'est pour les automobiles, pour les véhicules électriques. C'est moins cher, ça permet d'économiser plus parce que les puces sont plus légères et ça stocke plus d'énergie, etc. Et donc, c'est une énorme usine qui va être construite puisqu'elle va coûter 2 milliards de dollars, sera la plus grande du monde sur cette technologie-là. Elle va être construite en Allemagne. Et donc d'ici 4 ans, alors c'est un partenariat avec une boîte allemande aussi. Et c'est pas les premiers, puisque Intel a déjà investi 68 milliards de dollars. Et TSMC, qui est la plus grosse boîte de semi-conducteurs au monde, a déjà créé une usine en Arizona. Ils vont en créer une deuxième. Et là, c'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis aussi, cette fois aux États-Unis. Et en fait, tout ça, c'est une raison très simple, c'est que TSMC, qui donc est taïwanais, essaye de se dégager du territoire taïwanais à cause des menaces avec la Chine. Donc on est dans un truc semi-politique, si tu veux, qui fait que dans les 10 années à venir, en fait, on va avoir un rapatriement de toutes ces technologies, enfin de la production tant telle, sur les sols européens et américains, et ça risque d'absolument tout changer, puisque jusqu'à maintenant, on était habitué à avoir justement une production qui avait lieu en Asie, on ne se posait pas plus de questions de ça. Taïwan hein, qui était toujours Taïwan, ouais, qui était mis en exactement. Taïwan, exergue. c'est au centre. Qui même était de- au centre, ouais. qui est mis en exergue. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je me permets de t'arrêter sur un Vas-y, truc, de rajouter un complément. C'est au moment où j'ai appris qu'Apple travaillait lui-même sur justement ces puces, je me suis dit, Apple, américain, qui en général faisait appel souvent à d'autres, parce qu'il faut savoir, je l'ai toujours dit, quand on ouvre un produit Apple, un iPhone, on a un puzzle à l'intérieur. On a un écran Samsung, on a des optiques Sony, on a plein de trucs. Et je dis, attention, c'est un début de quelque chose, c'est-à-dire que c'est une direction. Et cette direction est donc confirmée par ce que tu dis. Il y a une volonté réelle de la part des USA d'essayer de ne pas être, je vais mettre le mot, tributaire ou de faire son propre chemin au niveau des semi-conducteurs. Mais C'est c'est- libérerait d'avoir à faire appel à une partie de l'Asie. Mais c'est aussi le cas de l'Europe, puisque l'Europe aussi a son propre Chip Act, en fait, pour exactement la même chose, pour en fait que les semi-conducteurs soient produits sur le sol européen, surtout en Allemagne. Alors, c'est vraiment l'Allemagne qui a récupéré le gros du truc, parce qu'ils avaient déjà un secteur. Mais ils ont une culture industrielle Ouais, forte qui très leur forte. permet d'implémenter beaucoup plus facilement ce genre d'industrie massive, Ouais. notamment avec la culture automobile du pays, tout bêtement. Exactement. Et juste pour vous donner un petit chiffre, les États-Unis, c'était quand ? C'était en 1990, c'était 37% de la production mondiale. Mm. Et l'année dernière, on était à 13%. Donc en gros, ils ont perdu Oui, une c'est énorme part l'hémorragie. de marché. Ouais, c'était le mort. Et là, tout est en train de revenir, entre autres TSMC, c'est bien ça, je ne me TSMC. trompe pas, qui produit Nvidia, qui produit Apple, qui revient sur le sol américain, grâce aux subventions entre autres, mais aussi grâce à cette peur
que la Chine envahisse Taïwan et qu'on se retrouve avec la Chine qui contrôlerait plus de 50% des ressources. C'est là où, quelque part, politiquement, politiquement, mais en lien avec la technologie, hein, la Chine est en risque, ou du moins commence à tomber un peu de ce magnat qu'elle avait dans la production, notamment par le fait que déjà énormément de pays, l'Amérique, l'Europe, commencent vraiment à subventionner ces créations-là pour ramener la création localement, mais aussi que les travailleurs chinois commencent aussi à réclamer beaucoup plus de droits parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont centraux dans une économie qui est mondiale. On pense aux révoltes de Foxconn juste avant qu'on... Ça, c'était symptomatique aussi. Voilà, c'était Je pense que là, symptomatique. ça a dû se dire, voilà, il s'est passé quelque chose qui était quasi inédit. Il y avait une Foxconn qui se révolte, c'est Il y incroyable. avait des révoltes déjà. Ouais. Il y avait des gens qui laissaient passer quelques vidéos en disant voilà nos conditions. Ils montraient leur chambre, ils montraient des barreaux aux fenêtres. Moi, c'est ce que Ouais. j'avais vu en tant que simple. Mais il y avait être humain, il j'avais y a vu eu ça. des lanceurs d'alerte, Ouais. mais il n'y avait pas eu un mouvement vraiment des travailleurs comme on a eu en fin d'année dernière, quoi. Mhm. Donc il y a potentiellement des cartes qui vont être rebalancées très vite. Après, on voit aussi que beaucoup d'acteurs dont on a l'habitude ont tendance, dans ce contexte géopolitique, à simplement créer une branche américaine et après leur filer une espèce de contrôle, mais ils sont toujours plus ou moins liés. Pense à TikTok, justement, qui était un peu dans la défaillance du truc, où tu peux penser à Huawei et Honor qui s'est séparé de Huawei pour pouvoir justement se séparer aussi de Donald Trump et du stop du ban qu'il avait mis. Il y a plein de petits jeux d'échecs en ce moment sur le milieu de la tech par rapport à l'Asie qui est incroyable à suivre. Mais le semi-conducteur, c'est la brique essentielle en fait. Sans ça, plus rien ne fonctionne. C'est au centre de tout. Ouais. On l'a bien vu avec les problèmes de production sur les véhicules, entre autres, qu'on a eu en Europe, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, quoi. Et donc, on va voir ce que ça va donner, mais pour beaucoup, en fait, 2023, c'est déjà en cours depuis 2 ans, mais 2023, c'est vraiment le début de cette décennie où ça va être le rapatriement de toutes ces technologies, toute la production sur nos sols, et voir ce que ça va donner. Parce que, Alors, en parlant de ça, je te coupe la parole, mais là, on a parlé beaucoup des États-Unis, de Taïwan, de ce que peut produire la Chine. Mais nous, en Europe, on a quelle spécificité? Est-ce qu'en Europe, on est capable, hormis l'Allemagne, de tenir la dragée haute à ce qui se passe aux États-Unis ou à Taïwan? Est-ce qu'on a, en France, est-ce qu'on a des gens, des entités, ou je ne sais pas, dans un autre pays, en Grande-Bretagne? Excellent sur le design, la création de l'architecture. L'architecture elle-même. Voilà. En fait, on ne produit pas, mais généralement, on crée le concept même de la chose. En Europe, sur la photo aussi, on est excellent. Je pense que tu connais pas mal ce terrain-là, quand même. Ouais. Tu l'as vu plus d'une fois, notamment on a DxO, Marc, tout à fait, DxO, Marc, on a plein de gens tout ici. le monde, c'est pas pour rien. Ouais. On est excellent sur le son, enfin, on a plein de choses, mais ça va plus être de l'ordre de l'ingénierie et pas de la construction. la recherche, et c'est vrai que la production, c'est un problème qu'on a dans plein de domaines différents. Il y a des choses qu'on ne sait même plus fabriquer, en fait. Alors, des trucs très bêtes. Il y a quelques années, je connaissais quelqu'un qui fabriquait des sacs pour ordinateurs portables. C'est un truc tout simple, hein, vraiment. Et en fait, il disait, en France, j'ai pas trouvé d'usine parce que personne ne sait plus le faire. Parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Et du coup, tout a été envoyé en Asie et on ne sait plus le faire. Il faut réinventer tout le truc. D'accord, c'est un débat, comme souvent dans cette émission, on parle de choses sur lesquelles on va revenir, parce que là c'est le début de l'année, ça le truc on sentait quand même un petit peu arriver, avec ce qui se passe à Taïwan, avec Apple et autres, moi je sentais un petit peu venir, en tout cas c'était super intéressant, mais c'est tout aussi intéressant de savoir qu'on a quand même une nouvelle chronique. Jingle. Jungle. Ah là, non, mais là, on est content parce qu'on se dit, tiens, ça y est, on va repartir. On ouvre en plus l'antenne du stream à 16h. On a donc des nouvelles chroniques dans cette émission. Et la chronique est assez... C'est même pas mal. J'ai rien trouvé du tout. Mais ils sont là, ils disent, oh là, brainstormer. On s'est dit, on a le journal du hardware. Et donc, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent justement de l'architecture, par exemple d'un navigateur, d'un truc comme ça. On a donc une chronique qui s'appelle le journal du software. Donc, en effet, on va pouvoir parler un petit peu d'un navigateur. Mais en plus doux. En plus doux, c'est-à-dire qu'on va moins gueuler. Déjà, on va dire, voilà, le bouton est mal placé, le machin, le truc. Et pour ça, dès qu'il s'agit de boutons et de software, on a l'homme de la situation, l'homme qui depuis tout à l'heure est un tunnel d'infos, l'homme à qui on doit tout dans cette émission. J'ai nommé Captain Web. Alors, c'est toi qui as entre les... Et après, je vais retourner dormir.
Après, il ira faire son gros dodo hivernal. Alors en fait, c'est une info qui est tombée un peu puisqu'on a ce qu'on appelle les insiders Microsoft qui ont accès aux nouvelles versions de Windows 11 à l'avance et qui donc on a des infos qui tombent. Et ce dont on parle là, c'est d'un nouvel explorateur de fichiers pour Windows qui devra apparaître dans la prochaine version. On ne sait pas exactement quand. Ça va peut-être être dans quelques mois, peut-être en fin d'année, mais en tout Il n'y cas. a pas déjà une version qui est en cours d'implémentation actuellement, qu'on peut refuser par fusée. Il n'y en a pas une qui s'est pointée là très récemment. Très Si, probablement. très récemment, Très avec récemment. la toute dernière mise à jour, mais c'est, si tu veux, c'est l'étape 1 d'un plus D'un gros... processus entier. Ouais, parce que ça fait des années que les gens réclament une mise à jour de l'explorateur Bah, de fichiers, et ça y est, comment on dire. démarre un peu, quoi. Voilà. En gros, il n'y a pas non plus des énormes changements. Ce qu'il faut voir, c'est que ça se joue principalement dans la fenêtre principale, à savoir là où vous allez avoir vos fichiers, etc. Avant, tout en haut, on avait le menu, donc où tu pouvais avoir toutes les options de fichiers. Désormais, il va être plus bas dans la fenêtre principale, et en fait, en haut, on va juste retrouver un peu comme dans un navigateur web, et c'est un peu ce qui se dessine là-dessus. Avant, arrière, donc fichier précédent, dossier précédent, dossier suivant, le bouton Home, le bouton rafraîchir. On se retrouve vraiment dans une interface quasiment navigateur. Ça aussi, il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait, et là, on peut en penser ce qu'on veut, c'est que ça soit plus simple à utiliser en tactile. Puisque manifestement, de plus en plus d'ordinateurs ont un écran tactile, surtout les portables, et l'idée, ce serait de faciliter ceci. Et on a aussi, sur le côté, là où avant on avait nos épingles, donc une nouvelle façon d'accéder aux fichiers, surtout de mettre en avant, d'après ce que j'en ai vu, leur cloud, donc OneDrive. OneDrive. Je ne sais pas comment je fais pour oublier, vu qu'ils n'arrêtent pas de se réinstaller à chaque mise à jour, n'est-ce pas ? relou. C'est extrêmement relou. Et aussi les fichiers que vous utilisez le plus, donc plutôt que des épingles. Donc tout ça, en fait, c'est renouvelé un peu. Avec bien sûr les onglets qui sont la grosse fonctionnalité rajoutée Voilà, à c'est ça. l'explorateur. Ouais. Exactement. Donc, en fait, au final, ça ressemble beaucoup à un navigateur web. navigateur C'est web, exactement ça. Complètement. Probablement aussi pour réunir l'expérience, l'utilisateur à l'expérience du navigateur web qu'il utilise tout le temps, se dire, Windows va avoir une interface qui va ressembler un peu à ça aussi. C'est éventuellement ce vers quoi on se dirige. Et sinon, quoi d'autre ? Il va y avoir une intégration plus complète de Microsoft 365, évidemment, puisque... Parce qu'il a bugué avant-hier, non ? Avant-hier, il me semble qu'il y avait un problème sur Office 365 en ligne. Oui, en les ligne. serveurs ont Les déco serveurs. pendant J'ai vu quelques sur temps, Twitter, ce qui a fait les que messages Microsoft d'erreur, ouais. Teams et un autre service de la suite étaient plus disponibles. Mais en fait, au moment où on a vu le truc, on arrive à se connecter, etc. Ça a été réglé très rapidement en fait. Donc bon, Ok. plus de Ça peur va, que de c'est mal. safe. Oh, safe. Ouais, ça va. Voilà. Après, pour moi, la grosse nouveauté, et qui pour le coup sera vachement bien, parce que les autres trucs, moi je trouve que le navigateur, l'explorateur fichier est très bien comme ça, j'ai mon habitude. Voilà. Mais par contre, on va pouvoir ajouter quelque chose que les gens attendaient beaucoup, à savoir pouvoir colorer les dossiers et mettre des tags dessus. Un peu comme sur Mac, ça se fait déjà, effectivement. Chose que tu peux faire en personnalisant le truc, sauf Tu que peux personnaliser. c'est incroyable Voilà. à quel point c'est compliqué de le mettre en place ce Et truc c'est pour super rien. old quoi. school, on a l'impression Ah ouais, que c'est une c'est- manip, c'est c'est dur, une ouais. manip de délire d'arriver à Faut aller personnaliser. chercher très très loin un dans les dossier, trucs. Et Pour tu rentrer vois- dans des trucs. Et tu vois que genre cette C'est ouf. fonctionnalité date de super longtemps parce que Mais c'est oui. toujours les vieux clipart les Word les des années vieux 90. trucs, et tu quoi. te dis, mais T'as mais on le est trombone, incroyable. années T'as le 2000. trombone Clippy. Clippy. Voilà, non, mais Respecte c'est son pas nom. possible. Il s'appelle Clippy, bordel. Et les ordinateurs, c'est des ordinateurs avec des tubes cathodiques et tu sont mais quand tu appuies là-dessus, tu dis mais c'est Back to the Future le machin. Quand Mais mais c'est ça quoi. Il y a Ah des non, au floppy secours. disks et tout, c'est incroyable. Windows, t'as des morceaux de code dedans qui datent littéralement des années 80. Ouais, Ah oui, ouais, non, mais ça fait Windows mal, 11, hein. c'est un skin de Windows Ouais. 10 qui était un skin de Windows 7 Windows qui était un 7. skin de Windows XP. Donc à partir de là, wouh, on est Alors, tendu. Faut voir ce que ça va donner, pourquoi pas après tout. Méfions-nous quand même, parce qu'on a déjà eu des mauvaises expériences, rappelons-nous de Windows 8, qui était probablement le pire, bien que Vista était Ah non, pas mal non ah plus. non, non, Vista. Il y a moi. Vista, ouais. Vista, Ah, ouais, excuse-moi, Vista, je pense Vista que était c'est Attends, probablement attends, le pire. je peux le faire en pleurant hein, si tu veux quelque part. Vista. Ah, mais Vista, je m'en suis pas remis moi, c'était Vista, c'était l'explosion. pété dans la Ah non, mais technique, c'est pas possible. mais c'était Bah, utilisable. Le passé, le passé. Il y avait de Windows l'idée. 8, Windows 8 avec ça Windows l'interface 8, pété c'était métro. dans pas la pour nous. technique, c'était inutilisable. C'est par contre. C'est ça. Ils ont repris le format fenêtre qu'ils avaient créé d'ailleurs sur Le Xbox, métro. le métro qu'ils avaient créé sur Xbox 360. Yes. Donc J'adore cette interface. mais je j'aime pas l'adore pour aussi PC. sur la Xbox ou Ouais, sur voilà. une tablette, Pas déconner. quoi. mais pas sur Windows 8. Mais il y avait eu une anecdote, un article fantastique d'un mec qui avait bossé chez Windows en fait, et qui expliquait qu'il faisait partie de l'équipe qui s'occupait du menu démarrer, mais pas tout le menu démarrer, juste une partie du menu démarrer. Et qu'en fait, quand il devait changer quelque chose dans le menu démarrer, il fallait faire des réunions avec 3 autres équipes si tu Non, veux, mais qui devaient Je suis pas implémenter étonné. le truc. Je suis pas Et c'était étonné. Ah, les Un grosses puzzle. boîtes, hein. le gars disait c'était un enfer
son nom, puzzle. parce que si on voulait modifier une option du menu démarrer, il fallait faire une réunion avec 3 équipes, Mhm. et chacun commençait à rajouter des trucs. Enfin, ça avait l'air d'être un enfer sans nom. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Et ben dans tous les cas, Oui, ça va être 54% du fort. chat pense qu'il n'est pas du tout convaincu quand il a vu, il a dit « Ah, je ne suis pas convaincu ». Voilà, 54%. Ça reste quand même 46% qui dit « Bon, ok, j'ai l'air à On moitié attend de voir. convaincu, Bon, voire après, totalement. c'est l'usage avant Donc toute après, chose. c'est l'usage. De toute façon, on n'a pas de date d'arrivée de la chose. Non, 2023, donc Voilà, on c'est vaste. est lancé et ça sera une chose. Voilà. Et c'est fini pour toi, mon petit Bah, Captain c'est à peu Web, ou près un café tout, d'addition, ou c'est bon Un café, je veux bien, merci. Bon, on va repasser sur toi. Alors, au Taxo, il y a un truc qui en effet, qui est très intéressant. On va parler d'Android 14. Ouais. Justement, et de certaines astuces voilà, pour des applications qui seraient sécurisées. Ça risque d'être un petit problème. Ouais, c'est un petit peu alors, chaud ton truc là. je vais vous dire la rumeur, je vais vous dire le contexte qui fait que la rumeur, enfin du moins l'information pas tout à fait vérifiée, c'est que Google serait un petit peu en train de serrer la vis côté sécurité des applications sous Android avec Android 14. L'idée, ce serait de bloquer l'installation de côté, donc c'est-à-dire en dehors du Play Store, des applications qui ne sont pas mises à jour. C'est-à-dire que dans l'idée, imaginons que vous ayez Twitter version 10, Twitter version 11 plante sur le Play Store, tu veux réinstaller version 10, bah tu peux pas. Le système refuse totalement. Ce serait en tout cas l'idée chez Google, avec évidemment derrière le fait de sécuriser le système, puisque les applications sur le Play Store sont, elles, obligées de suivre les dernières directives en matière de sécurité des données, des outils donnés par le Play Store, notamment Google Play Protect, etc. Elles sont toutes obligées de les suivre. Les applications qui peuvent être installées sur le côté, évidemment, font exactement tout ce qu'elles veulent. Ça, ce serait dans l'idée plutôt pas mal, hein. Même si c'est un peu nul de ne pas pouvoir rétrograder une appli quand ça plante. Bon, si c'est pour la sécurité, etc., on en parlait. Pourquoi pas des caméras avec des reconnaissances faciales? La sécurité, c'est fantastique. Le seul délire, c'est aussi que là, on est dans un contexte où, ça y est, Apple comme Google vont devoir accepter le fait que les personnes pourront utiliser des magasins d'applications alternatifs sur leurs OS. Ils ne seront plus obligés de passer par l'App Store ou le Google Play Store. On voit que c'est un mouvement mondial aujourd'hui, notamment là en Inde. Ça a été voté que Google est obligé désormais de laisser les gens utiliser, je sais pas, un APK Pure ou que sais-je, je connais pas vraiment ce milieu-là. Délicieux cette affaire. Et du coup, grâce à ce genre de petites fonctionnalités, il pourrait tout à fait bloquer ces magasins alternatifs et du coup, au final, tu serais quand même obligé de passer par le Play Store, hein. Donc, bon, voilà, tu l'as dans l'os, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un peu étrange quand même parce que ça ressemble à un move que ferait Apple, en fait. Ça ressemble pas du tout à un move de Google. Google a toujours été, évidemment, Android, vous le savez, est un système open source. C'est Google qui rajoute après ces trucs serrés. Mais normalement, Android, c'est open source, tu fais un peu ce que tu veux avec. Donc ça a toujours été l'intérêt d'Android d'avoir cette partie Google quand tu voulais une expérience qui a été très, très bien serrée, très bien construite. Et tu avais toujours la partie Android quand tu voulais tester des trucs un petit peu chelous pour toi-même, tu vois. Et là, apparemment, ils risquent de mettre un gros frein à la partie un petit peu plus libre d'Android avec Android 14. Je pense que ça promet des belles heures, ça encore. Il y a toujours des trucs que tu nous annonces, ça promet des très belles heures. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas déprimés avant de regarder l'émission, ils regardent en disant voilà, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Je vais te promettre un autre truc. Vas-y, non, mais je t'écoute, regarde, je focus là. Si jamais Google fait ça, je vous le promets directement, les yeux dans les yeux, je vous apprendrai à le péter, ce système. Et voilà, ça y est, on va encore se faire bannir du monde entier. Merci au Taxi, on va vers quelqu'un de beaucoup mieux que toi, figure-toi. Non. Reza, tu vas me parler d'Instagram. liberté. Bah ouais, Tu vas me parler d'Instagram, Reza, parce que... Je vais te parler d'Instagram, malheureusement, tu vois, j'en perds même mes mots, je suis désolé. Mais ne sois pas désolé de rien, je t'en plus zappé. Aujourd'hui, ces applications, Instagram, TikTok, c'est devenu un fléau pour notre jeunesse. Répète la phrase. Non, parce que déjà que la plupart du temps, comme c'était un mec comme moi qui... Non. Attends. Déjà que la plupart du temps, comme c'est un mec comme moi qui présente, dit ouais, c'est une émission de boomer. Et en plus, tu rajoutes ça derrière, mais je suis foutu, quoi. Ah oui, je suis d'accord. dead. Je t'ai dit, Pépé, je te rattrape, hein. Tu t'éloignes, mais je te rattrape, Pépé. Ça y est, Moi, j'ai de fait mon temps, c'était un format paysage vidéo. Non, même pas. Bon, enfin, je plaisante un peu, mais je plaisante un peu, mais je plaisante que à moitié, parce qu'au final, c'est vraiment un fléau, parce qu'on a rajouté de la sécurité dessus sur une nouvelle mise à jour, dont je vais vous parler, qui n'est pas encore disponible du coup en France.
ils ont activé déjà, pour, quand même, ça, on va dire ça c'est pour le bien des utilisateurs de l'application, un mode silencieux. Un mode silencieux qu'on va activer, l'équivalent du mode nuit sur Apple ou quoi, mais ce sera un mode silencieux sur l'application directement, qui sera affiché auprès de vos contacts. Comme ça, si vous êtes au travail ou avec votre femme ou avec votre famille, vous mettez le mode silencieux. Et si quelqu'un vous envoie un message ou une vidéo et que vous ne répondez pas, cette personne sera notifiée du fait que vous n'avez pas reçu la notification. Donc ça vous permet d'être totalement légitime et 100%. Si vous Et voulez qu'il n'y dire ait à pas le quelqu'un, petit truc j'avais pas lu, vu. tu vois, lu, Exactement. et tu me réponds pas, t'as lu, tu réponds pas, ça évitera ça. Exactement, donc ça peut être vraiment pas mal. En deuxième chose, il y a Meta qui précise entre guillemets que les adolescents vont recevoir des recommandations lorsqu'ils utilisent trop Instagram tard dans la nuit pour leur proposer de limiter leur utilisation. On sait que dans certains téléphones, il y a possibilité de voir entre guillemets la répartition de l'utilisation des applications sur la batterie, si je dis pas de Je bêtises. crois que le Non, mais alors, l'usage aussi. par L'usage, exemple, maintenant, le nombre d'heures. Sur ouais. l'usage aussi. Sur là-dessus, l'usage ouais, aussi, ouais. Sur Par l'usage, le- voilà. oui. Sur l'usage avec le temps que vous passez sur les applications. Ouais. Récemment, j'avais regardé, je me suis rassuré, ça va, il n'y a aucune application qui dépasse 1 heure sur mon téléphone par jour. Parce que je suis pas trop à part la musique. Ah, Du mais coup, c'est différent, bon, c'est c'est différent. pleasure, is pleasure. C'est en fond, exactement. It is pleasure. Donc, ils vont pouvoir du coup interagir dessus. Et là, tu vas être là dans la nuit, le gamin va regarder Instagram, il va recevoir une alerte. Pff, mon garçon, c'est l'heure de dormir, t'es un peu trop sur Instagram. Ouais, Derrière, si c'est juste une alerte, je sais pas si ça va être très efficace, quoi. justement, j'y arrive. En troisième position, Tu vas voir. on a un contrôle parental modifié qui a été mis en place. Et à ce moment-là, c'est vraiment intéressant parce que vous donnez le téléphone au gamin, vous mettez votre contrôle parental. Si l'enfant essaye de modifier les règles, vous recevez une alerte. Alerte, Titon numéro 2 a essayé de modifier les règles. Donc à ce moment-là, on va l'attraper, on va le mettre mal à l'aise. Donc voilà, ça c'est pas mal du tout. On peut faire ça sur tous les comptes. Et vous pouvez même savoir, par exemple, avec le contrôle parental, quel compte aura été bloqué par votre enfant. Donc par exemple, s'il est trop sur l'application, s'il bloque quelqu'un et il se dispute, on sait qu'aujourd'hui avec Internet, il y a le harcèlement, il y a pas mal de choses. S'il se met à bloquer des gens, il a 12 ans, bah, tu lui dis pourquoi tu bloques des gens à 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé, tu essayes de savoir. Mhm. Parfois, t'en as qui ont leurs parents, je crois, sur Facebook ou autre, et du coup, ils veulent peut-être se débarrasser d'eux. Bah, il y aura la notification aussi. Bah alors, Dark Sasuke du Mais on va 9-2. où, messieurs, dames? Mais on va où, là? Il faut que les parents Mais on- sachent l'utiliser et on se rend pas compte à quel point des fois les parents sont complètement perdus devant les nouvelles technologies et Mais les mouchards, c'est pas nouveau sur les smartphones. Oh non, Moi, j'ai c'est eu pas- des gens de ma famille qui foutaient des mouchards sur le smartphone des gosses avec qu'est-ce que tu consultes, à telle heure, qu'est-ce que tu as fait exactement. Les mouchards, c'est pas cool. Le- C'est un peu- alors, il faudra me donner un petit peu la ligne, la ligne très mince entre ça, où vraiment il y a un côté où quelque part t'es pisté. Je veux dire, si à un T'es moment donné. pisté, mais on sait pas ce que tu consommes. Oui, le mouchard, tu sais. Là, le mouchard, tu sais, c'est la ouais. différence. C'est ça, Et c'est un peu, oui, tu rentres tu vraiment as raison, beaucoup dans Reza. l'intimité du Tu as gamin. raison, Reza. Alors que là, c'est plus pour être sûr que tu l'as envoyé dormir et à 1h du matin, il est pas là en train de consulter encore. Oui, mais dans en le même lit, temps, quoi. si les parents ont une alerte, ils vont demander à l'enfant qu'est-ce que tu as fait. Ça viendra une sorte de mouchard humain. Ils vont demander mais pourquoi? Dénonce-toi. Non, c'est pas dénonce-toi, mais qu'est-ce que tu as regardé comme ça pendant 1h30 j'ai un tu vois souvenir d'un pote qui avait donné un ordinateur Windows à une de ses filles. Et si je me souviens bien, il avait installé un programme dessus extrêmement fort parce que tu avais une limite d'utilisation, genre une demi-heure par jour. Et tu pouvais faire des exercices de maths pour ajouter des minutes si tu veux sur ton Oh, c'est utilisation. bon, ça. C'était J'avoue, c'est pas mal. La carotte et le bâton C'était- numérique. ouais, quoi. c'était à C'est-à-dire la que fois- tu rajoutes. Ah ouais, génial, ouais. absolument horrible. C'est Je m'imagine incroyable. en train de faire des exercices des exercices de maths pour pouvoir accéder à Instagram 2 minutes de plus. Je me suis dit, Moi, j'ai la meilleure astuce pour vous, sinon. Restez, Attention, restez tonton et tata. accrochez-les. Vous avez tous les avantages, aucun des Vas-y, trucs nazes. je m'accroche. Restez tonton et tata. C'est le meilleur plan face à des gosses, le meilleur plan. C'est Tous vrai. les avantages, aucun des inconvénients. C'est beau. Soyez C'est vrai. tata et tonton. C'est très bon pour la planète aussi. Ce dont tu nous parles, Reza, c'est actif maintenant ou c'est à venir? C'est pas encore actif en France, c'est actif aux USA. Il y a le nom de Kathleen sur mon runner, mais c'est le nom des USA. Je vois pas le deuxième pays. Royaume-Uni, Irlande, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Et On n'est pas sur la liste. non, on n'est Bah, pas bonne année. encore sur la liste. C'est pas encore Pour le disponible, moment, ça va mais- arriver. ça viendra, non, de mais toute parce qu'ils sont sympas chez nous, C'est les tout. jeunes, ils ont On pas besoin rajoute, de ça. ils ont rajouté une possibilité dans les fonctions, du coup, qu'on pourra chacun utiliser. Là, on parle pas de pistage de parents-enfants, c'est de bannir des mots. Donc, la fonction de bannir des mots, moi, je trouve que c'est une excellente fonction parce que moi, je l'utilise déjà sur Explique Twitter. comment ça fonctionne sur Bah, Internet, des informations. Ça va être Reza. comme sur Twitter. Sur Comme sur Twitter, Twitter. par exemple, dans vos options, vous pouvez partir et bannir soit des gens, muter des gens, ou bannir des mots. Donc moi, je bannis beaucoup de mots sur Twitter. C'est quand un peu les jeunes commencent à utiliser les mêmes mots en boucle sur Twitter, les mêmes expressions, et ça revient dans ta TL, bah je mute l'expression. Ouais. Où tu veux Genre, éviter les je sais spoils, pas, les trucs comme ça. Ouais, genre, je sais pas comment ça s'appelle, zinzin, masterclass, machin chose et tout, tous ces termes, ils sont mutés sur mon Twitter. Donc, Moi, tous ça me les- fait rire, moi. donc tous les gens qui emploient ces mots, ça apparaît pas chez moi en fait. Ah, dis donc, moi, Et du coup, ça épure.
L'ATL. Pur, masterclass, c'est L'ATL bien. est épuré, tu vois. Est-ce que tu le fais avec les fautes d'orthographe? Parce que moi, je Avec bloque. photographe, ça passe, hein. Non, mais moi, je bloque certains mots qui sont des mots d'une vulgarité confondante, messieurs, dames, mais je bloque ces mots avec plusieurs orthographes. Parce que quelque part. Tu peux faire ça aussi. Bah ouais, parce que quelqu'un qui veut quelquefois laisser des messages, il peut le faire avec des fautes d'orthographe sur les mots, donc je bloque également. C'est un les fautes investissement en temps quand même de. d'orthographe. Oui, mais enfin, une fois que c'est fait, hein, c'est de l'application. Oui, en vrai, ça va. T'as pas non plus une liste de 200 mots à bannir. Voilà, en c'est vrai. ça. C'est On est pas 30 200. mots, c'est 25 C'est mots. 30 pour mots les dégueux, spoils, quoi. comme disait T'as 30 Otaksu. mots dégueux. J'ai une telle flemme, je te suis de ouf. Alors Reza, le chat est avec toi parce que 89% des gens pensent que c'est une bonne mise à Ouais, jour. c'est bien. Donc ouais, je pense que c'est les cool. gens sont à nos côtés. Enfin, Comme à on tes dit, de toute côtés. façon, Enfin, c'est déjà, ça pose déjà énormément de problèmes dans pas mal d'endroits chez les jeunes. Il y a eu des reportages récemment avec l'utilisation de TikTok chez les collégiens. Tu as eu des tests qui ont été faits et tout ça, le nombre d'heures qui est passé dessus. Et même, il y a, comme on dit encore une fois, c'est un truc qui est connu depuis il y a plus de 20 ans. On dit les grands pontes de la Silicon Valley, leurs enfants n'ont pas de télé dans la chambre, n'ont pas de téléphone dans la chambre, n'ont pas de tablette dans la chambre. Donc, au final, ils ont créé des choses où ils savent que forcément, à un certain degré d'utilisation, ça peut être mauvais. Ils autorisent même pas leurs enfants à utiliser ces choses-là. Donc, je suis pas non plus pour le contrôle, le flicage parents, gamins, observer tout ce qu'ils font, mais mettre des petits trucs de sécurité, ça fait pas de mal. On parlait tout Oui, à non, l'heure clairement. du temps d'utilisation de la console. Je crois que la Switch le fait. Ouais. Mon collège, j'ai un pote à moi qui est père de famille, il a mis un temps d'utilisation sur la Switch, après elle se verrouille. À l'époque, ça se verrouillait pas, maman prenait le câble d'alimentation. non, mais Au final, c'était pareil. la même chose. Donc c'est Flongue. exactement Allez, la même c'est chose. fini, tu vas Donc, te coucher, tu vas faire tes devoirs. Moi, c'était le clavier. Ma mère s'était barré une fois au travail avec le clavier pendant une semaine. Ah, j'ai pas eu moi, de c'était Moi le aussi. câble d'alimentation. J'en Ah, avais ouais, le un câble d'Alim. deuxième, Cap d'Alim, c'est le grand classique. Cap d'Alim, c'était fini. Hein. Ah ouais, C'est comme- fini. Et j'avais un deuxième cap d'Alim aussi. Non, mais j'étais une teigne, moi. Non, mais toi, Malheureusement, tous les je moyens l'ai sont pas. bons. Hein. Mais non, mais c'est juste, si une feinte existe, pourquoi ne pas l'utiliser? Et ça, je suis comme ça depuis que je suis gamin. Que veux-tu? On sous-estime la volonté des enfants d'accéder à leur device. hein. Mais Ah, moi, j'étais terrible, je hein. trouve que la malice est une forme d'intelligence. C'est terrible. Voilà, on a fait un petit tour, c'est sympa parce que donc le journal du software va revenir comme ça toutes les semaines avec des news sur des tas d'applications, des choses qui peuvent vous servir. C'est une idée qui vient des hautes sphères ici intellectuelles de Florian qui est en régie et qui lui a un cerveau bouillonnant. Tous les jours il est là, hop, ça y est, ça bouillonne et puis on est là, oh, et on adopte. Voilà, c'est tellement beau. Maintenant, on va attaquer, si j'ai oublié personne, parce que moi je suis le roi du runner qui part à l'envers, on va attaquer quand même un petit peu un dossier important, c'est-à-dire le dossier. C'est-à-dire un truc, vous allez voir, vous allez prendre votre pied, parce qu'il y a beaucoup de trucs, c'est extrêmement riche. On va tous participer et ça va être que du bonheur. On va commencer par le CES de Las Vegas. C'est parti pour le jingle, allez-y, en régie. On va pas se le cacher, au début de l'année, on a commencé par Las Vegas. Alors, Las Vegas, s'il y a bien une foire dans le monde qui est la plus grande foire qui existe sur la planète, c'est bien le CES, le Consumer Electronics Show. C'est-à-dire vraiment, il y a tout le monde qui vient, qui s'amuse ou pas. Alors, cette année, il y avait en effet du monde, mais attention, je tiens à dire un truc important, malgré ce que j'ai pu voir de la part du CES, qui a bien sûr donné des chiffres de fréquentation absolument galactiques, n'ayez pas peur des mots. Oui, alors on se marchait dessus et tout. Il faut savoir que normalement, j'ai un test qui consiste à essayer de filmer mes premières vidéos le jour de l'ouverture. En général, je n'arrive jamais. C'est-à-dire que je ne peux pas approcher une caméra parce que tout le monde me pousse, oh, PPG, et tout. C'est pas possible. Là, j'ai fait 3 vlogs le premier jour. Donc, quelque part, il y avait du monde. Une foule incroyable. quoi. Mais il y avait quand même un petit peu moins de monde que les autres années, ou alors c'était dilué. Hein, donc je sais pas, mais On est dans pas tous les cas- revenu au niveau d'avant la pandémie. non, parce que déjà, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de pays asiatiques qui sont encore en semi-confinement, qui donc n'ont pas envoyé des gens au CES. Mais dans tous les cas, il y avait quand même aux environs de 2200 stands qui étaient sur place, qui était une moyenne très, très importante. Et ça a été quand même dans la bonne ambiance. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été montrées. Alors, tout à l'heure, j'en parlerai dans le récap juste après. Il y a un tournant qui a été mis vers l'écologie. Il y a des stands qui l'ont joué green... je sais pas, oui, greenwash. Ils ont joué parce qu'il y a des stands où carrément, on sait très bien que c'est très compliqué quand on parle d'industrie, de lier. On parlait tout à l'heure de semi-composants, on parlait de silicium, on parlait de tas de trucs comme ça, on parle de tas de trucs à Taïwan et autres dans le monde entier. C'est difficile de lier ça avec l'écologie. Et là, tu as carrément des stands grands, gigantesques, avec des arbres factices au milieu, des tas de trucs où on sait très bien qu'on va faire des photos, tous les journalistes, on est là comme des gros tarés, on va faire des photos. Donc tu vas voir ça partout, oh regardez, c'est green, tout. Bon bref, c'est une des tendances du CES qui était très très drôle, et le fait aussi que les gens étaient contents de se retrouver à nouveau, de pouvoir parler des êtres humains,
et de pouvoir rencontrer à nouveau les marques. Alors, ce que je dis tout à l'heure qui est très, très important, il y a des marques qui n'étaient pas prêtes. Je finirai tout à l'heure avec Sony, puisque Sony n'était pas prêt à présenter ses téléviseurs, comme le gros du fonds de commerce chez eux. Ils le feront donc à la fin du mois, fin février, je crois, début mars, à Londres pour l'Europe et aux États-Unis ailleurs. Donc, en effet, c'est d'une première année où tout le monde n'était pas prêt, because on peut très bien avoir fini un téléviseur, mais s'il n'y a pas le processeur à mettre dedans, c'est un petit peu à mettre dedans. Donc, on va faire quand même un truc qui est important. On va prendre point par point. Je vais essayer d'aller très très vite. Le premier truc qui est important, c'est qu'on est quand même l'année du succès d'Avatar. Ouais. On est d'accord merde. sur ce point. Le retour des murmures de la 3D, tout ça. Eh bien, ça n'a pas raté. Ça Ouais. n'a pas raté dans les coursives. Ça n'a pas raté du tout parce qu'il a commencé à se passer des choses qui étaient là tout le temps au CES. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est que tous les ans, au CES, il y a des tentatives de téléviseurs 3D sans lunettes. Tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a Toshiba qui est là, qui montre son prototype. Il y a machin qui montre son prototype. Mais les autres années, tout le monde était là. Bon, on s'en fout, on se casse même. Tu vois ? Tandis que comme tout le monde a été voir Avatar, le même prototype un petit peu amélioré, dire ah, ça y est, c'est retour de la 3D. On est foutu. Il va falloir changer de téléviseur, il va falloir changer les lunettes et tout, et la tête alouette. Et on l'a vu aussi sur le marché des PC. C'est ça Oui, qui est- justement, qui est on va en hilarant. parler. Alors, si on peut envoyer une première vidéo, je vais commenter. D'abord, pour moi, la meilleure démonstration de 3D sans lunettes, c'était la démonstration de chez TCL, c'est-à-dire CSOT, qui est un des plus grands fabricants de dalles au monde. Ils en fabriquent 40 millions par an. Alors, voici un téléviseur sans lunettes. Regardez quand vous bougez les angles différents, parce que vous avez plusieurs couches. Regardez, une couche, hop, deux couches. Donc le problème, c'est qu'il faut, pour arriver à voir de la 3D sans lunettes, il faut partir d'une définition gigantesque. C'est-à-dire, si vous avez du 1080p, vous vous êtes retrouvé avec du 220p à la fin. Regardez comme ça change. Hop, l'autre angle, deuxième couche, je rebouge. Hop, regarde-moi, troisième couche. Donc c'est ça, la 3D sans lunettes. Donc ça, c'est la technologie classique. Donc là, Ça n'a pas l'air très beau comme ça, est-ce que je me trompe? mais si, c'était magnifique, crois-moi, sur parole. Toujours. Mais le truc, c'est que c'est filmé avec un smartphone, Oui, même bien si c'est sûr. formidable. Donc Ça fait le le truc, même c'est effet que... que les petites Oui, images c'est ça, que t'avais gamin. Ouais, Incroyable. j'adore. Ouais, le retour, une petite console, vous savez, qu'on qui est dedans. Alors le truc, c'est que là, il fallait partir en 8K pour avoir ce résultat-là, c'est-à-dire un résultat correct, donc qui est en 8K. Donc TCL s'est bien positionné là-dessus, mais attention, ce que vous venez de voir maintenant, dont peut-être peut revoir des images, c'est comme vous voulez à la régie, c'est quelque chose pour le monde professionnel. C'est-à-dire que les gens ont commencé à regarder ça en disant oui, alors, et chez moi, et la tête alouette, encore une fois. Mais ça, c'est pour le secteur pro, c'est pour l'affichage professionnel, c'est pour des gens qui veulent créer en 3D, c'est à la limite pour le métavers, même si on veut pouvoir créer dessus sans lunettes. Et c'est là, on va pouvoir parler du deuxième gros choc du CES, qui n'est J'ai une petite question quand même par Avec rapport à cet plaisir. écran. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'utiliser sans être seul face à la dalle? Parce que pour moi, c'est un peu le problème avec d'autres personnes. de la Il y a 3D un sans sweet lunettes, spot. c'est que c'est compliqué d'être à plusieurs On devant. peut pas. Il y a un sweet spot marqué au sol. Il y a une grosse croix. Ouais, Installez-vous clairement, là. ouais. Bouge pas, parce que sinon ça va pas le faire. Donc on arrive au deuxième choc qui est là. Le choc, il est ici. Tiens donc. C'est le PC Asus. Alors celui-ci, là je mets Monsieur Greux parce que c'est lui Monsieur qui m'a prêté les images parce que moi j'ai pas eu le temps de le filmer, le produit. Voici donc C'est le léger. VivoBook. Alors si tu peux mettre la bande annonce, alors, comme tu veux. Le VivoBook qui s'appelle le 16X 3D OLED. C'est donc le premier écran sans OLED. Sans OLED. Le mec, décalage horaire. Excusez-moi, grave. monsieur, dame, excusez-moi. Premier écran OLED en laptop. Alors moi je trouve que le produit est 3D. absolument incroyable. 3D. Donc c'est ce qu'on appelle de l'autostéréoscopie, c'est-à-dire en effet du verre lenticulaire. C'est comme tout à l'heure, c'est la même chose. Alors il faut savoir une chose également concernant ce produit, même s'il est chargé jusqu'à la ligne de flottaison. On l'aura sur le plateau, hein, ce produit. On va essayer du moins. Mais bon, On est en discussion. vous savez qu'il y a des gens qu'on connaît Ça n'est très pas très encore très bien garanti. qui sont chez Asus. Oui. Donc, Ça n'est pas encore garanti, mais on va essayer. on va essayer. Il faut savoir donc c'est un produit qui a été créé pour donc les graphistes, pour Meta, pour les gens qui veulent faire dans l'industrie des architectures qui veulent voir en 3D. Donc à bord, il est chargé quand même. Tu reparleras toi de ce qu'il y a à bord techniquement. Bah, même je l'ai Eh ben, pris vas-y. en main. Eh ben, vas-y, par pris pitié. en main mardi soir, Regarde. si je ne m'abuse. Et pour le coup, c'est tout de même assez impressionnant. Je pense que le simple apport du 120 Hz déjà sur des écrans 3D, ça aide beaucoup. L'OLED aussi avec la luminosité, ça aide beaucoup. Il y a sur les premiers PC 3D que j'avais vus il y a quelques années de ça Ah, moi maintenant, aussi, je les ai vus. clairement, l'impression de profondeur ou plutôt de sortie d'écran était pas si marquée, je Parce trouve. qu'il n'y a pas autant Il y de avait, contraste. il y avait un petit, on va dire qu'une distance comme ça. Alors que là, j'ai pu vraiment me taper une distance assez folle. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à me dire que ça pouvait être intéressant. Là où auparavant, sur les premiers modèles, je n'étais pas certain. Après, je trouve que l'ami Cassim de Frandroid, à qui on fait des bisous, avait une note un petit peu intéressante là-dessus. C'est que du coup, d'avoir l'objet en 3D te donne envie d'aller sur le côté
pour aller le voir, en fait, de vraiment te tourner physiquement. Sauf que à la minute où tu fais ça, l'effet qu'on a 3D vu ne tout à l'heure. fonctionne plus. sort Quoi. plus. Donc, On est sur des objets qui sont pour l'utilisation pro. On est oui, d'accord. t'es devant. Ouais, totalement. T'es totalement. devant et tu travailles. Même si ce cher JK nous a lancé une petite bande-annonce d'Avatar 2, c'est vrai que tu es un peu genre... Oui, mais c'était un cas particulier. Tu sais, ils l'ont fait à Las Vegas, ils ont mis Avatar, tout le monde était là. Justement, la liaison entre. Moi, ce que j'aimerais demander au chat, c'est est-ce qu'ils croient, non pas au retour de la 3D chez les gens, parce que je pense que c'est impossible de refaire les erreurs qu'on a commises, d'autant que je tiens à dire un truc, les téléviseurs 4K, maintenant, n'intègrent plus dans le cahier des charges la 3D. C'est-à-dire que la 3D est en 1080p, elle n'est pas intégrée dans les téléviseurs. C'est plus dans le cahier des charges, pour le moment. Alors après, ce qui a été cool avec la 3D, parce que du coup, la première vague de 3D était pour Avatar 1, la deuxième est pour Avatar 2. Non, c'est pas une vague. Mais Non, c'est pas une vague. c'est une vague. Non, c'est une vague de rumeurs. C'est une vague de. Comme moi, Oui, vous savez. voilà. Mais ce que je voulais dire que... C'est une vague, ça. Mais ça va pas plus loin. Ok. Mais Voilà, ce monsieur Ataxiou. que je voulais dire par là, c'est que ça a quand même poussé l'industrie à aller vers des plus hauts taux de rafraîchissement des écrans télé, Mais ça n'a rien à voir avec Avatar. pour le coup. Non, mais la première vague 3D avait poussé un peu ça. C'était obligé. Quand ils avaient oui, l'actif justement. passif, s'il n'y avait pas, ça Et faisait, finalement, même si on s'est moqué des écrans 3D, aujourd'hui, on a un haut taux de rafraîchissement sur les télés et ils en sont pas. c'est pour le gaming, ça a été fait tu après. Vous vois. le savez très très bien, monsieur Otaxiou. Arrêtez de me contredire. Vous avez raison, mais arrêtez de me contredire. Dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chat. Le retour de la 3D, est-ce que vous y croyez ou pas? Et la 3D sans lunettes, alors là, je dirais, à part le secteur pro, ça va être très compliqué. Il faut partir du 8K en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? La 3D à la maison, moi, je suis pas chaud. Ah, pareil. Est-ce que tu l'as essayé? Absolument pas chaud. Non, j'ai Avec pas un essayé. téléviseur à l'époque. Moi, je fais partie des gens qui ont pris des scams au niveau 1 de la 3D il y a 10 ans. J'avais acheté un téléphone 3D, je crois, il y a un peu plus de 10 ans. Ah oui, il y avait des modèles. oui. Il y avait eu HTC, il y en avait eu un autre aussi. Pas pas LG, nos Sharp, cartes. non Sharp, mais Sharp peut Le fabriquer des Sharp écrans 3D. Et il y avait le Red Magic. Tu il y a sais pas quoi longtemps, qui s'est- Oui, alors le Red Magic. C'était tellement merdique que c'est le seul téléphone de ma vie, je crois, que je J'ai me suis fait jeté. voler. Ou que j'ai perdu, je sais plus. merde. Et Je crois tu que j'avais t'es dit, perdu, je bon. crois. Et en vrai, à la fin, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Cimer. C'est exactement, merci. Donc vraiment, j'avais pris le scam sur écran comme ça, j'avais pas trouvé ça ouf. Au cinéma, les lunettes, ça me fait chier, ça me fait mal, parce que les Ah, films moi sont aussi. longs généralement. Avatar, c'est plus, puis Avatar, c'est c'est plus de 3 3 heures. heures, alors. C'est plus de 3 heures. Puis je prends Il y double avait, dose moi, avec les lunettes. c'est Iron pas Man fun, à quoi. l'ancienne, je l'avais vu, quand à l'époque, Il n'a ils pas avaient été fait en un- 3D, contrairement à Avatar qui est fait en 3D. Qui est Faut fait faire en 3D, attention. c'est ça la différence. Mise en 60% des films, c'était rajouté Tu rajoutais les lunettes, la post-prod, la post-prod, ouais. Ouais. T'as aussi la post-prod à l'époque sur le Spider-Man 2012 ou je sais plus par là. J'ai regardé à Marne-la-Vallée, celui qui est sorti vers 2011-12, je sais plus. Bref, voilà, j'ai vu 3-4 films au cinéma en 3D. Titanic ressort en 3D. J'ai pas vu. Pour la Mais c'est du coup, Cameron, hein, pour la derrière. 10e fois de sa carrière. au Titanic cinéma, c'est ressort, cool quoi. pour l'expérience, mais après, t'as toute l'expérience cinéma qui va avec. Mais dans mon salon, mettre de la 3D, Je comprends, pépé, c'est bien. j'ai Ouais, vraiment pas envie. Captain Web. Écoute, j'avais une télé Panasonic qui m'a duré pendant plus de 12 ans. Une Viera, donc. Une Viera, oui, tout Une à fait. Viera. Qui faisait de la 3D. Ah, mais oui. C'était les bords étaient comme as quoi. Mais Ouais, elle ouais, était je m'en super souviens. cette télé. Franchement, Très bon produit. J'ai acheté une 4K il y a quoi? Il y a moins d'un an et pour la remplacer, mais pour le coup. Et honnêtement, je pense que j'ai joué avec la 3D. Allez, 10 fois. C'est un peu comme l'effet Wii, si tu veux. Comme la Wii où quand t'avais les potes à la maison, tu t'essayais le truc pour montrer. Reza se marre, et moi aussi. C'est ça. Et après Je tu vais mettais rien ça. dire sur la Wii, on va me traiter de haters. c'est bien à dire. Et après tu mettais ça en natura, tu l'oubliais et c'est Du exactement débat. la même chose. Franchement, je me vois pas repartir sur de la 3D honnêtement. Mais les gens non plus. Alors, le chat, c'est oui à 38% pour la 3D. J'aime pas la 3D à 45%. Voilà, je fais Donc, partie de par ça. contre, j'ai pas la différence entre ceux qui pensent que la 3D est sans lunettes, parce que l'idée de la 3D chez les gens, quand il y avait les enquêtes consommateurs de Samsung, qui a donc décidé d'arrêter la 3D, les gens disaient on ne veut pas de l'accessoire. C'est pas qu'ils veulent pas de la 3D, ils ne voulaient pas se retrouver Ouais, avec clairement. 4 personnes le soir avec les lunettes et vers l'écran. C'est-à-dire que si demain matin, peut-être avec un truc de délire, il faudrait que ce soit une source 8K, de toute façon, n'importe comment. Non, mais Qu'est-ce qui même- tourne en 8K? Rien. Même Ça, Le fameux 8K. Le 8K, Le 8K bon, de PP. oh, ça suffit. Je le vois partout maintenant, Pépé le 8K. T'as AMD qui a fait une vidéo il y a un mois sur Lies of P, le jeu qui sort bientôt, en 8K, avec la XTX 7900. Et j'ai eu les flashs de Pépé quand j'ai regardé la vidéo. Et je pouvais pas la mettre en 8K, bien évidemment. Du coup, à ramer, Bah j'ai non, pas d'écran 8K. ouais. Donc j'ai regardé en 4K. Il faut le processeur qui gère la 8K. Il y a ça aussi. C'est là le problème, c'est que ces les téléviseurs, ils ont la double propagande. couche, double tir, double processeur derrière. Mais Donc- pour revenir à l'écran 3D, pour dire un dernier truc, pour moi, c'est effectivement sans lunettes, mais c'est surtout c'est quand ce sera plus une expérience solo, en fait. C'est sur ce genre d'écran, tu es obligé d'être C'est seul, solo. Tu as exactement un en face du truc. sweet C'est spot. trop naze. trop nul C'est le tout sweet seul. spot. Sinon, donc, tu non. passes sur une autre couche. C'est des lentilles de Fresnel en quelque sorte. Ben voilà. Des lentilles de Fresnel, donc tu passes sur Et une une autre télé, pour moi, c'est fait pour être partagé. Donc si on peut pas être à 4 en face avec la même expérience, c'est que c'est pas une Coûte. télé et tu dégrages ta. Mais après, bon, pour une utilisation professionnelle, pourquoi pas En quoi. pro, mais quand on pro, voulait bien ça. sûr. Dans les Mais en- labos.
Ben voilà, architecte, création de ce que j'allais voitures, de design, oh, tu mets ça, t'es devant, mais bien sûr, c'est le mec qui est devant qui voit, sinon sur les côtés. Ouais, mais on attend Après, toujours le truc. son boss qui veut vérifier, il est obligé de. Voilà, il faut qu'ils attends, viennent dans le donne-moi ta sweet chaise. spot derrière et qu'ils se mettent bien. Ils disent, voilà, maintenant Ouais, mais c'est ce devant qu'on toi. veut, c'est de l'holographie, c'est comme dans les films de science-fiction. Ah, oui, c'est voilà, ça qu'on attend. ça On en qu'on parle la veut. semaine prochaine ici. Oh, Oh. Bah, parce que j'ai tourné des trucs en holographie, mais le problème, ça va être de les diffuser après. Non, mais Il faut que les gens le mec il est imaginent. parti au CES 2040 et il est Ouais, revenu, ouais, c'est ça. t'inquiète Il pas. est dans le hein, futur, Pépé. C'est Ouais. Pépé, vous Nous, on veut connaissez voir, pas. La on veut te semaine voir au prochaine. milieu là en hologramme. c'est La semaine génial. prochaine, vous aurez l'hologramme. Alors maintenant, on va passer sur un truc d'une prouesse technique. On va faire très très vite, comme ça vous allez voir, ça va être génial. On a présenté le premier téléviseur mini LED, qui est assez étonnant, 8K Dalmat. Oh là là. Essayez de me deviner quelle épaisseur. Ne me sortez pas n'importe quoi pour histoire de faire le Oh, buzz. Hein. mini LED, ça va être. Allez, 0,7. C'est pas possible techniquement, il y a un rétroéclairage. Comment se faire casser la baraque en 3 secondes 50 par Otaxu qui va te sortir une énormité et qui va dire ah bah oui mais il y a des rétroéclairages avec, c'est 0,7 mm. Mais c'est pas un cheveu Mais non le plus, comment tu veux mini caler LED, le rétroéclairage mon petit lapin Bah, d'amour. c'est pas assez mini alors, hein, c'est tout. Hein. Je Bah, je dirais 4-5 mm. Vous n'en êtes pas loin. 6. Vous en êtes Ah non, très- mais Pépé, quand je dis 0,7, 3 c'était centimètres. Hein. mais dans ce cas-là, vous êtes loin. Bah oui. Qui est le plus proche. Allez, on va le montrer maintenant. On va montrer le produit. Donc, le TV Mini LED chez TCL, qui est donc avec une dalle mat en plus. Regardez le profil, la bestiole. Oh, là, mon petit. encore, on le voit. J'ai failli dire, elle est où la télé Il fait Pour de vrai, c'est vrai. noir, moi, Je te- Exactement, je 3 cherchais ça. mm. Le monsieur regarde devant. Regardez, dalle mat avec des éclairages. aïe, aïe. Sur la dalle mat, il n'y a pas un reflet. Ça, la dalmate, ça fait envie, honnêtement. Dalmate, parce que, ouais, de C'est ouf. du délire. Bah, du coup, combien de luminosité, Max? Ils n'ont pas annoncé. Parce que Dalmat, ça tend à baisser la luminosité. Oui, non, mais donc, le truc, c'est qu'ils ont. C'est un proto, en plus. Ouais, c'est un proto. Quand Si c'est c'est des en région, on mini peut LED, m'apporter c'est pas de OLED l'eau non plus, quoi. parce que j'ai plus d'eau. Je suis en train de Ouais. m'épuiser à hurler. Donc voilà. L'eau, c'est compliqué. Donc voilà, regardez un peu la qualité de cette image, c'est absolument dingue. Et vous avez donc ce produit en mini LED. Regardez, dans le profil. Alors, où est le processeur? Il est dans le Dans le socle. c'est ça? il est Ouais. déporté, ouais. Dans le ouais, socle. ouais. Dans le socle. Et c'est top cool. Donc, Donc c'est- au bout, on se retrouvait face à un Samsung The Frame un peu, où les le trucs frame est LG, plus épais, mais Non, mais l'idée, ce que je veux dire, Alors. c'est que ce serait déporté avec Oui, une petite ça glace. serait, ça serait ouais. externe. J'ai une question quand même là-dessus. Du coup, t'accroches pas ça à ton mur. Bah, il peut y avoir derrière une fixation, mais qui serait, Tu l'avais où la fixation Le CES. Ah. On peut l'aimanter. Ah peut là les là, monter. mais c'était gars. Moi, je pense que je la pose sur un meuble quand même. Moi, je la fous pas au mur. Hein. Non, Ouais. Ça, je fous pas au mur. j'y vais pas. Alors, le produit n'est pas définitif, Une il petite peut vis au milieu, arriver dans l'année, mais c'est à la France de décider, parce que nous, les pays sont souverains, entre guillemets. L'Europe peut dire, nous, on veut pas de 8K, on veut le même, mais en 4. On veut telle diagonale, on veut ci, on veut ça. C'est de OD0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre le rétroéclairage et la dalle. C'est-à-dire que c'est collé derrière. Les autres sont OD5 ou OD10. Voilà, c'est donc TCL qui lance ça, ils étaient très très contents et moi aussi. Donc rapidement derrière, vous allez voir, c'est très très drôle. On avait également en avant-première 6 mois avant le prochain téléviseur OLED Panasonic qui développe une technologie. Ah oui, ça sert à quoi de faire si fin? Eh ben, c'est une très bonne question de Zaptos TV. Alors le truc, alors la question je la comprends complètement. Parce que quand je présente des trucs sur ma chaîne, notamment on me dit pourquoi il faut faire ci, il faut faire ça. Eh bien c'est tout simple, parce que la recherche et le développement passe par des concepts. Et que tu ne peux pas avancer technologiquement si tu ne fais pas des tentatives. Et ça, c'est une tentative. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça va forcément être adopté, mais ça va servir, comme tu l'as dit tout à l'heure pour d'autres choses, un terreau à d'autres inventions, de savoir on peut le faire. Donc C'est la R&D, c'est le principe du brainstorming, mais rattaché à un produit qui un ressort. produit ou une technologie. Et eux, ils créent en disant, regardez, il ne faut pas oublier également, pour la personne qui a dit tout à l'heure cette phrase, c'est qu'on est sur un salon mondial. Comment faire pour, et je vais être vulgaire, emmerder ses concurrents? Montrer un truc qu'ils ne savent pas faire. Ou même donner de l'idée à ses partenaires OEM. Je pense au Samsung Display qui a Oh là présenté là. énormément Oh là là. d'écrans. Désolé, du coup, je rajoute des trucs, mais Mais tu as raison. Samsung qui a présenté énormément d'écrans pliants dans plein de concepts Pliant et différents. extensible cette année. Pliants et extensibles. Et l'idée n'était pas pour eux de dire les prochains Samsung sont comme ça. Non, c'était de dire LG, Huawei, Ono, Oppo, etc. On peut faire ça. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme produit avec nos dalles? Voilà. C'est le CES. C'est Justement, un business on va y autant arriver que parce que consumer. dans ce que je vais te dire maintenant concernant Panasonic, il y a la technologie LG qui est la réponse
du berger à la bergère, QD OLED. C'est le QD OLED de Samsung et de Sony. Et le QD OLED, on dit voilà, c'est des téléviseurs, mais ils crachent la luminosité de tous les côtés parce que c'est du QD OLED. Et hop, Panasonic va balancer dans 6 mois ce qu'on appelle le MZ2000, qui est basé sur une technologie dont on parlera également tout à l'heure rapidement, des micro-lentilles, des micro-lentilles que l'on place directement j'allais dire au cul de la dalle, au bout de la dalle. Regardez comme elles sont mignonnes. On dirait des petits trucs de guêpe, enfin des yeux Des alvéoles. des alvéoles. C'est merveilleux. Alors le truc, c'est que c'est en effet un booster, et derrière le booster, il y a une technologie de refroidissement et autres. Et eux, ils disent, c'est très très bien. Normalement, l'OLED, c'est à 1000 candélomètres carrés. Ben, accrochez-vous, nous, c'est 2000. Voilà, grâce au truc. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc super important. On ne se rend peut-être pas compte avec ce type de produit. Cette technologie, donc développée par LG Display, est composée, dans le cas présent, de 27 milliards de micro-alvéoles. Et tout à l'heure, on parlera d'un modèle chez LG qui en a 47 milliards. Donc, c'est un truc microscopique. D'abord, microscopique. Et quand la lumière passe, flop, elle est boostée au travers. Et là, c'est là, oh là là, c'est un écran LCD ou un écran OLED. 2000 candela carrés pour le HDR, ça doit être fameux. Et là, c'est donc fameux. Et donc, le téléviseur Panasonic, bon, il est sur ma chaîne, tout ça, arrivera en été, on le testera. Et justement, après, on va aller vers les tendances OLED Panasonic qui, justement, fait l'offensive avec ce qu'ils appellent le Meta MLA. Je sais, c'est technique, mais il n'y a qu'au JDH que je peux le faire. Parce que sinon, après, on me jette des pierres et tout. Voilà, c'est pas possible. Donc, voici pour 2023 ce que LG a proposé. Si tu peux envoyer la petite vidéo, Jérôme, ainsi que mon petit Borvo. C'était un grand stand absolument gigantesque dans lequel il y avait tout ce qui va se pointer. Donc, le micro-lens, donc les micro-lentilles, et ce qu'on appelle le Meta Booster. C'est qu'à la fois, voilà, regarde. En plus, le premier téléviseur sans fil qui a un fil, c'est-à-dire que c'est un téléviseur sans fil mais avec alimentation électrique. Donc, c'est le premier. Voici donc des téléviseurs qui sont donc transparents. Parce que les téléviseurs transparents, j'ai l'impression qu'on les voit tous les ans au CES depuis 10 ans. Et c'est mais je te confirme. Il n'y a jamais aucune application en fait. Mais c'est pour secteur pro, pour les musées. Ouais. C'est Il y a un constructeur qui l'a tenté dans un produit. Xiaomi. Et c'était dégueulasse. Xiaomi. Mais là, regardez un peu, c'est le nombre de trophées. Hein. Ça, c'est les trophées. C'est-à-dire que tu rentres sur le stand LG, ils te mettent tous les trophées qu'ils ont à chaque fois pour l'OLED. Parce que l'OLED. Quelle bande de crâneurs. En fait, c'est 10 ans. C'est les 10 ans de l'OLED. Avec toutes tes médailles de quand t'étais gamin en C'est ça. émission. C'est genre, ouais, moi j'ai gagné le karaté. Voilà. C'est 10 ans d'OLED, donc ils sont contents. Donc, si tu peux. Je pense que la bande-annonce, on l'a vu tout à l'heure avec les micro-lens. Donc, cette fois-ci, ils ont sur les gammes G3, Z3, M3 pour cette année du micro-lens, plus ce qu'on appelle le Meta, donc un Meta Booster. Donc voilà, le wireless à nouveau, où il te réexplique que cette fois-ci, ils peuvent envoyer de l'image et du son en sans fil, au débit, 4K 120 images par seconde. Par contre, le téléviseur garde une prise électrique, c'est-à-dire que c'est du sans fil avec fil. Il y a toujours une prise électrique qui est derrière. Un petit boîtier avec une antenne qu'on peut bouger comme ça avec la main, parce qu'il y a plusieurs antennes dedans. Donc, si on s'aperçoit que ça va pas, on peut bouger l'antenne manuellement et tout ça. Globalement, ce qui devient sans fil, c'est le câble HDMI, en fait, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est cette Ok. partie-là qui devient sans fil. J'ai un truc comme ça avec un vidéoprojecteur et ça marche quand même très très mal. Mais moi, j'ai le Widi, ça marche très bien. Ouais. Moi, j'ai le Epson en sans fil, j'ai jamais eu un décrochage. Mais nous, on joue aux jeux vidéo, donc on va jamais utiliser cette merde. Mais- Bonne année, messieurs, mais Je te arrêtez jure de que- déprimer Imagine tous les mon gens coup qui de nous lac, mon regardent. On est bloqué par l'innovation, Otaksu et moi. Voilà. On joue à des jeux de combat, on peut rien faire. On peut même Arrêtez. pas jouer en cloud à un jeu de combat. Je te jure, gros. ça commence. Ça Ça commence. se négocie, mais c'est compliqué, ouais. La encore. RTX 4080 dans les bonnes conditions, garçon. J'ai pas encore ça, mais on en Ouais, je te reparlera. ferai tester. Faites des Je te ferai prix. tester. Vous avez tellement raison en plus. Vous Mais êtes non, tellement c'est- déprimé. c'est Si, rien, regardez en un peu fait. comment je déprime. Regardez. Vous Mais voyez non, pas c'est comment très je bien. déprime. Il Donc- y a Inès sur le chat qui demande pourquoi la 8K est interdite en France, Elle est en pas Europe, interdite. Europe. Elle n'a Ah, jamais ça- été à interdite. partir de 2023. Non, il Non. n'y a rien qui est passé. Alors, on prend 3 c'est- secondes. Je pense qu'il confond avec la consommation électrique. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dont on que a pour le parlé moment, le décret n'est pas paru. 2, ça ne serait pas une interdiction. C'est-à-dire que, rapidement, je comprends la question, oh là là, que je la comprends, mon Dieu, et que tu as raison de la poser. Ce qui va poser problème sont les téléviseurs qui consomment beaucoup, qu'ils soient 4K, Full HD, 8K, n'importe quoi, on s'en fout. C'est ceux qui consommeraient trop. Il y a, justement, je le disais sur ma chaîne, tu as une vidéo, justement, c'est le best-of du mois de novembre, où tu as dans cette vidéo la liste par rapport aux diagonales. Par exemple, 55 pouces, pas plus de cette consommation. 65, pas plus de ça. Ce sont des consignes européennes par rapport à une diagonale et une consommation. C'est tout. Pour le moment, même si un décret passe, ça sera un avertissement. C'est-à-dire en disant, on ne peut pas demander à une industrie de changer tout en 6 mois. Donc, si un décret dit il ne faut pas que les téléviseurs consomment trop, on va d'abord dire, attention, on te tape là comme ça avec la petite règle. Tu fais attention parce que comme ça, la Comme les prochaine- espèces d'étiquettes qu'ils avaient mis sur les bagnoles. elle est en effet sur les téléviseurs qui ont tous régressé.
Ils sont tous en rouge, Ouais. alors qu'ils consomment Ouais. 4 fois moins qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on est en train de revoir, et c'est normal, de revoir un petit peu la consommation, surtout sur les très grandes tailles. Parce que le problème, c'est les 80, 98 et le HDR, Dolby Vision, parce que tout le monde Ouais. adore ça. Mais alors, Ça bouffe. bleu, le monde est bleu. Donc le truc, c'est que ça sera par rapport à une diagonale, une consommation, et on attend le décret qui devrait arriver ou pas au mois de mars. Mais ça ne sera pas une interdiction immédiate. Et on en parlera dans le JDH. Mais je me ferai un plaisir d'en parler. Voilà, c'est cette vidéo-là. Donc c'est le best-of des meilleures annonces. Et dedans, il y a tout le détail de tout le futur peut-être décret, ainsi que les diagonales qui sont listées. Mais le 8K n'a pas été stipulé en tant que 8K. C'est tout ce qui est mal fichu, qui consomme trop gros transfo. À ce propos, c'est LG qui est le plus en avance parce que d'une génération à l'autre, ils ont perdu 42% du poids du téléviseur, ils ont commencé à tout enlever. Donc, ils ont une consommation qui est en dessous de 55 watts pour un 55 pouces. Oh la vache. Ah oui, eux, ils ont. Ah ouais, ils ont- ça et déconne justement, pas. il y a des idées. Justement, le micro-lens dont on parlait tout à l'heure chez LG Ouais. permet, en poussant moins la luminosité, de cracher plus de lumière. Donc, on réduit la luminosité. Ils sont en train d'y penser. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est magnifique. Tellement- Alors, le truc, on va aller rapidement après, parce que j'aime bien aller rapidement. Enfin, quand je m'étire, je m'étale. Le premier vidéoprojecteur qui est à la fois 3 lasers, RVB, et Dolby Vision. C'est jamais arrivé. Et il peut être super intéressant. Regardez comme il est tout petit, tout mimi. C'est un petit modèle, un petit truc comme une petite boîte. Voilà, Ah. regarde. Ah, C'est Voilà. quelle taille, ça? Ça, tu vas le voir à côté en vrai. Il est tout petit. Et voilà, mais c'est pas c'est la même vidéo, ça. C'est un autre produit, ça. C'est la laser 3K, 8K. Mais c'est pas grave. J'ai dû me foutre dedans. Avant qu'on continue, est-ce que vous avez des choses à me dire sur tout ce que je suis en train de dire en monologue? C'est monstrueux, je parle tout seul. bah non, moi je les ai dit à chaque fois. Oui, donc, Non, mais il faut, Voilà. faut m'arrêter, les garçons, parce que moi, je Ah, suis mais là. je te laisse arrêter, mais mon pépé. Il faut ne c'est t'inquiète passionnant, pas. on pose m'arrêter. des Mais questions non, mais quand il il faut faut en poser, m'arrêter. Moi, je suis là dans mon gros délire. Voilà, donc ce projecteur qui s'appelle donc le C1. Alors, il est tout petit. C'est-à-dire, avec ma main, il fait ça. Voilà. Ok. Il est tout petit. C'est un produit, ce qui va être surprenant, c'est ce qu'il a dedans. C'est-à-dire qu'il est Ultra HD 4K par bobulation, donc il fabrique Ultra HD 4K. Il y a 3 lasers, RVB. Il peut faire du gaming jusqu'en 60 images par seconde avec ALLR, ALLM, VRR. Il a les ports HDMI 2.1. Il est HDR Dolby Vision. Combien d'input lag? Ils le disent pas encore. Le produit va sortir dans 6 mois. Personne ne le dit. Regarde comme il est petit, regarde comme il est mignon. Alors vous allez voir un truc de ouf, c'est il s'adapte très facilement à l'écran qui est en face de lui. Bon, 1600 lumens ANSI, Dolby Atmos à bord sur un petit truc avec un JBL qui fait du Dolby Atmos, 107% de la couverture des couleurs en BT 2020, un monstre avec Alexa, Dolby Vision. Apple. Regardez un peu. Il a une façon très très simple, je sais pas si c'est montré, il a une correction du trapèze assez ouf parce que regardez où il est placé, il est sur le côté. Il s'en fout. Ah, Mais c'est il s'en génial, fout ça. super Ouais, ça rapidement. fait plaisir. 1, 2, 3, bing, il va se remettre directement bien dans sa focale, bing, il est sur le côté. Il est sur le côté, ouais. Ça, c'est incroyable. Complètement sur le côté, sans problème de géométrie, de quoi que ce soit. Alors, je rappelle son prix. Il sortira donc en été. iSense, C1, ALLM, Tu nous fais VRR. deviner Ouais, allez, on- Vous donnez c'est à vous de trouver le prix. Avec Dolby Vision à bord, même les produits Pro l'ont pas, Dolby Vision et 3 lasers. Combien? 4500. Ah, c'est quel... Ouais. Allez, 3005. Il y a du coin du sang. Oh, pardon, excuse-moi, parce qu'ici, Son, c'est du son. une banane Non, dans le l'oreille. sens, c'est ce que Non, tu non, dois revendre pour il te est le payer. c'est du JBL Dolby Atmos. JBL en plus. 2800 €. C'est toi qui es le plus près, il vaudra 2490. On ne C'est sait pas comment ils cher, font. hein. Attends, quoi? C'est cher, mais C'est pas je m'attendais cher. à C'est pire. pas cher Non, mais pour je m'attendais ce qu'il y à a, pire. Mais Franchement, c'est quand même un produit de luxe, quoi. Mais c'est un produit de luxe, Ouais, mais mais fait mec, du moi, si j'ai été 3 à lasers 4500, Dolby c'est que Vision. les derniers qu'on a vus dans les émissions, c'était 3500, 4000. Il a rajouté des trucs. Je me suis dit, bah vas-y, on va un peu plus, quoi. 2005, ça va, hein. Mais je te jure, je l'achèterai mais pas. c'est un mais- produit. Il sort quand L'été, donc on Ok. le testera, on l'amènera ici. Mais le Ouais. truc, c'est que tous les produits comme ça, c'est du monolaser et ils ne sont pas Dolby Vision. Mais Là, ouais. on a quelque chose qui est surtout le trapèze automatique. trapèze c'est automatique. incroyable. ça, c'est Non, mais dinguerie, hein. efficace, parce que moi, je l'ai vu chez des produits où Ouais. j'étais comme ça. Allez, tu m'étais envoyé, tu restais comme ça. Mais oui, tu sais quand que c'est comme ça, toi Non, mais là, je l'ai refait plusieurs fois. Moi-même, parce que les mecs, quelquefois, ils ont la baraka et pas moi. Je l'ai retourné moi, mais je dis, mais ça fonctionne, votre truc. Ils étaient très contents. Ils disent, oh, PPG, merci. Mais comment ça, tu m'as pas menti? Tu m'as C'est pas bizarre. Tiens, c'est ça. Tu dis, mais Mais tu on est m'aurais au pas menti. CES, là, t'aurais dû me mentir. C'est les rois du bullshit. Oh, c'est pas moi qui l'ai pas dit. Est-ce que tu as un exemple d'un truc où on a vraiment essayé de te pipoter dans un CES? Ouais, mais ça remonte à très longtemps. J'avais des cheveux. C'est le lancement du DVD. Oh putain. Alors c'était, oui, alors merci de le dire, c'était quand même en 95, je débutais ma carrière et je suis allé au CES. Et c'était l'année du lancement du DVD, c'est quand même gigantesque quand il pense. Et c'était Toshiba. Et j'arrive donc dans la booth, dans l'endroit où il y avait en effet le téléviseur, il y avait le lecteur devant.
Et je vois l'image, oh putain, le DVD, c'est plus de la VHS, parce qu'à l'époque, il fallait quand même parler, on parlait du laserdisc, de la VHS, et je voyais un DVD. Et je regardais le truc, c'est bizarre, je regardais le lecteur DVD, j'ai mis tourne pas le truc. J'ai levé j'ai levé sous la téléviseur, il y avait une tour PC comme ça. Oh, les bâtards. Et alors là, les gars, Ah, remember Watch Dogs. Ah, les bâtards. Et Là. exactement, Watch Dogs. 25 Là. ans après, je vous ai encore. là, les gars, ça, hein. c'était pas fair play, tu vois. Et c'était le lancement, ils devaient pas être prêts, donc ils ont balancé tout un truc derrière. Ils se sont rattrapés parce que le Blu-ray, c'était vraiment un Blu-ray qui tournait, hein, donc je sais pas de quelle vitesse ni à l'envers, mais c'était le Blu-ray. Donc on va continuer avec aussi un autre truc, on va faire vite parce que là c'est du 8K et ça nous concerne moi. Figurez-vous que les fabricants sont devenus fous et ont balancé des lasers TV 8K. C'est-à-dire vraiment du 8K en laser TV, c'est-à-dire la laser TV en 8K. Et il y a 2 marques, pas les petites, hein, Samsung, laser TV 8K et Hisense. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'on va peut-être voir un des deux tout de suite. C'est pas des matrices, c'est la laser TV 8K, ce ne sont pas des matrices 8K parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas dans la profession de matrice 8K. Donc c'est une matrice 4K qui cette fois-ci fabrique du 8K avec HDR, le son pas possible, une couverture des couleurs pas possible. Et c'est un produit qui est donc grand public, qui va donc être lancé. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner le tarif de ces 2 produits, c'est-à-dire à la fois que ce soit le Samsung ou bien le Hisense en laser TV 8K grand public? Je vous laisse deviner. 120 pouces, c'est ça? Pardon? 120 pouces? Non, moi, la taille n'a pas d'importance. Oui, ça peut être 120 pouces. Laser TV 8K, présenté pour le grand public. 5 555 €. J'aimerais bien. Et 55 centimes. 9000 balles. Ah, j'allais à 8250, tu vois. Ben, c'est très bien. Alors, il faut savoir que la matrice Ultra HD 4, enfin, la matrice 4K réelle chez Texas Instruments, c'est entre 15 et 20 000 €. Pardon. Ah, Donc, les produits présentés sont à 28. Ah Pardon. Voilà, c'est la C'est fin du honteux. dossier. C'est honteux. Donc, c'est la fin du dossier. Donc, voilà, ça vous fait plaisir. Et c'est le secteur grand public. Donc, voilà. ils ont- 28 000 €. Mais c'est la matrice 4K en DLP, donc micro-miroir. Elle est dans le professionnel, c'est les salles de cinéma en général. Donc c'est la Ok. première fois qu'on les met sur un produit grand public, mais la matrice elle-même. Mais ils vont pas en vendre un seul, on est Ils d'accord. vont en vendre plein, c'est le cahier de commande est plein. Pour les Pour les riches. mais Qui non, achète ça? Non, mais c'est Pour les bien, il y a de entreprises, plus en les plus de riches dans le hôtels, monde, donc il y a de plus en les- plus de clients potentiels Mais pour ces parfaitement. solutions. En Mais vrai. c'est Voilà. attends, même C'est chose, CES, innovation, on impressionne les voisins qui savent pas le faire. Et voilà. Voilà, bon, Oui, en donc vrai, Samsung c'est et ça, Hisense. hein. Messieurs, vos attentes, vous avez des trucs à me dire en même Bah, temps bien pour sûr. l'année, parce que j'ai monopolisé le temps comme un malheureux. Vous avez pas des choses à me dire? Oui, Bien sûr, Captain. Captain, Ouais, ok, Captain. ok, ok. On fait Non, dans l'ordre de la liste. Quelle attente? Moi, j'attends l'IA, parce que l'IA générative, donc la création d'images comme on a vu avec Midjourney, avec Stable Diffusion, les ChatGPT, etc. Je pense qu'on est au début d'un truc qui va être incroyable. Et sinon, en produit tout simple, je parlais évidemment du casque VR de PlayStation, que j'ai commandé. PSVR 2. Parce que je suis, oui, le PSVR 2, parce que je suis un gros pigeon. Alors sachez qu'on aura un test dans le JDH puisque Oh. je vais le recevoir. Je fais le test pour 01net. Oh, c'est génial. Ça fait plaisir. Tu l'as dans la vidéo Sony du CES, si tu voulais, il est dedans sur le stand de Sony. J'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai hâte de pouvoir Ce le que j'ai vu était à tomber. La petite démo fluidité. d'Horizon là. Bah, sur place, moi je l'ai vu ouais, au sur CES. place, ouais. C'était d'une fluidité, les garçons. Voilà, et c'était là. Et j'ai trouvé ça. Vous allez voir quelques images. Enfin, bien sûr, parle-en. Le Monopoly, c'est pas bien. Oh là là. Non, mais Continuez sans moi. Bye, au revoir. non, mais j'attends de le voir. J'avais le premier et je m'étais quand même assez amusé avec, même si je l'ai pas utilisé. Vu le prix que ça coûte, je pense pas que j'en ai une utilisation qui me rembourse entre guillemets, que ce soit un bon investissement. Ouais. Mais je sais que je vais m'amuser avec pendant un petit moment et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, Carrément. tout simplement. Ouais, là, tu vas voir quelques petites démos qui arrivent avec les gens. Tout le monde, Horizon. tous les gens qui l'ont testé étaient tous, je vais être vulgaire hein, sur le cul, hein, de la fluidité, de la qualité de l'image. Tout le monde était ouf. Ah, mais toute évidence, ils ont fait les bons choix. Hein. Après, c'est juste sur le prix où, effectivement, on en avait parlé déjà au JDH, mais ils s'éloignent du coup du secteur un peu plus grand public qu'ils avaient visé avec PSVR 1. C'est un peu l'admission que la réalité virtuelle, pour l'instant, c'est une niche. Bah, il Et coûte autant plus faire cher que plaisir la à console. niche, quoi. Donc déjà rien que ça. Et ça voilà. donne, Est-ce ça qu'ils donne- avaient le choix industriellement? Mais non. Et techniquement, ce casque, pas très par cher pour rapport un à ce casque qu'il VR, envoie, par rapport à ce qu'il envoie, ça n'est pas cher. Ouais. Et en plus, il y a le DualSense et tous les retours haptiques qui sont super optimisés Ouais. pour la VR. Moi, mais moi, je suis sur le jeu vidéo aussi un petit peu, mais pas sur le même ordre d'idées, puisque en termes de produits, ce que j'attends le plus, et j'en avais déjà parlé, c'est le Razer Edge ou la Razer Edge, la console portable sous Android, tout simplement parce que maintenant que Nvidia a annoncé et prouvé que GeForce Now Ultimate RTX 4080 était capable de balancer du 144 Hz tranquillement, tu te dis ah bah c'est pour ça qu'ils ont mis un écran 144
24 Hz dans le truc en fait. Et puis la 5G, tout ça, vous savez, j'aime beaucoup le cloud gaming, donc j'ai envie d'enfin pouvoir tester et de voir les limites, parce que clairement il y en aura énormément de la 5G pour le cloud gaming, mais surtout en fait ce qui m'intéresse c'est l'expansion des consoles libres en 2023, parce que 2022 était quand même l'année du Steam Deck. Et le Steam Deck en 2023 va rencontrer ses rivaux, c'est clair et net. Maintenant que les puces AMD 7000 Series sont disponibles avec du coup les corps RDNA 2 et aussi les corps RDNA 3, ils peuvent vraiment lutter face à la qualité graphique qu'avait mis en avant le Steam Deck à l'époque, mais aussi on peut espérer une nouvelle version du Steam Deck, on peut espérer un Steam Deck Lite aussi, potentiellement, moi c'est ce que j'aimerais le plus en termes de format, et on a des acteurs qui, je pense, vont finir par se mettre sur ce terrain, je pense notamment à Alienware, je pense à Asus ROG, Republic of Gamers. Maintenant que Steam a prouvé, ou Valve plutôt, a prouvé que ce marché existait, ça veut dire qu'en 2023, ça va vraiment se bastonner. Et j'attends toujours de la part de Steam que SteamOS 3.0 soit libéré de telle manière à ce que justement ces constructeurs puissent utiliser cet OS dans plein de machines, puisque c'est le plan de Valve depuis le début. Et je pense que 2023 va être l'année où on va le voir, justement. Eh ben, je trouve que c'est bien, parce qu'on a déjà 3 avis très, très différents sur ce qui va se passer. Moi, j'attends ton avis maintenant, Reza. Ouais, mais tes expectations. Avant de donner mon avis, c'est super bien. Je rebondis sur ce que dit Otaku, parce qu'à l'époque, Steam avait tenté le coup avec du coup les Steam Machines, qui malheureusement, ça fait déjà 10 ans, hein, je crois que c'est 2012 dans les Steam Machines. Oh, c'était gavé vieux. Hein. Ouais, ça fait une dizaine d'années. Et perso, j'y croyais. Hein. Moi, les Steam Machines, j'y croyais, mais ça va être cool d'avoir une console plug and play avec Steam. Ils font leur OS basé sur Linux et tout. Ça n'a pas marché, mais ils ont réussi à retomber sur leurs pattes. Et du coup, avec le Steam Deck, plus tard, on revient avec l'hybride, enfin du portable, et ça va quand même faire le pas. Donc, entre-temps, c'est beau, je trouve. Entre-temps, il y a eu Proton, en fait, et ça a tout changé. Ça a tout changé. Ça a tout changé. En fait, le simple fait de pouvoir lancer des jeux Windows correctement sur Linux, c'est ce qui fait que le Steam Deck est possible aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, ils pensaient qu'ils arriveraient à forcer les développeurs de jeux à développer une version native pour Linux. Il n'y a clairement pas assez de machines Linux sur le marché. Je crois que même eux, certains de leurs propres jeux, ils les ont pas convertis, tu vois, c'est pour te dire. Même s'il y en avait pas mal quand même intéressants. Alors après, au bout, je pense que la mission du Steam Deck, c'est clairement de faire en sorte que les gens développent sur Linux. Mais là, du coup, ils ont créé un vrai marché, en fait. Donc c'est là où les éditeurs vont peut-être commencer à se dire, un petit SKU Linux, ça vaudrait peut-être le coup. Exactement. De mon côté, ça va être aussi gaming, puisque du coup, aussi genre de jeux vidéo ici, je fais même pas mal de tests pour d'autres chaînes ou d'autres types d'émissions. Moi, un truc qui me concerne énormément, c'est le crossplay. Donc ça va être le journal du software, pardon. En 2023, tu as pas mal de jeux qui font du crossplay, notamment des BR, des Battle Royale, des FPS. Côté de jeux de combat, malheureusement, il y a énormément de jeux de combat qui n'ont pas encore de crossplay. Tu as pas mal de types de jeux qui n'ont pas encore du crossplay. Et moi, je pense que ça devrait être la prochaine grosse évolution du jeu vidéo. Je pense que tous les jeux qui devraient sortir à partir de maintenant, à partir de mi-2023, fin 2023, multi, ou avec un tableau en multi pour faire du scoring ou autre, devraient être du coup crossplay et cross-génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de jeux où tu te dis, même pour les plus jeunes, ah putain, je peux pas jouer avec mon pote parce qu'il est sur Xbox, je peux pas jouer avec mon pote parce qu'il est sur Play. On va dans quelque chose qui je peux pas jouer avec mon pote parce qu'il est sur PC. Ça devient inévitable. T'as pas mal de jeux qui l'ont déjà compris, qui le font depuis maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou Mais des t'as jeux encore qui se mettent à jour. des jeux qui se mettent à jour aussi. Mais t'as encore beaucoup les gens s'en rendent pas compte, mais t'as encore beaucoup de jeux qui sont pas du tout cross. Là, par exemple, on a Returnal qui va arriver sur PC. D'ailleurs, on est très content parce que de base, c'était une exclu PlayStation 5. Je recommande pour ceux qui n'ont pas de Play 5 et qui l'ont pas fait d'ailleurs. Il arrive le 15 février sur PC, mais malheureusement, il y aura pas de crossplay PC Play 5. D'accord. Alors que moi, par exemple, ça aurait été vraiment cool en mode, toi, t'as déjà fait tes runs et tout ça. Et au lieu de devoir racheter le jeu sur PC pour jouer avec mes potes PC, ce que je vais faire, j'aurais pu relancer ma save PlayStation 5 et jouer avec mes potes qui prennent le jeu sur PC. Donc pour moi, voilà, ça va vraiment être un des ajouts. Je compte pas la Switch parce qu'elle est un peu à part, mais le crossplay, du moins des consoles Xbox, des consoles PlayStation et PC, faut vraiment que ça s'implémente sur tous les jeux qui existent. Ça pose pas un problème entre les gens qui jouent au clavier souris et ceux qui jouent à la manette? Parce que moi j'ai beaucoup de mal pour jouer à la manette. Ça sur dépend plein de du jeux. genre de jeu, mais en fait, généralement, les serveurs détectent quel périphérique tu joues pour te faire jouer avec les gens avec les mêmes périphériques. C'est ce que fait Fortnite notamment. Ok. Mais donc si tu veux jouer avec un manette, pote, tu de joues toute façon, ça reste. Après, oui, le truc c'est que si tu fais un crossplay cross-platform, du coup, on avait à l'époque de Frandroid, j'avais fait l'expérience en mettant un joueur de Nintendo Switch, un joueur PC, un joueur iOS et un joueur Android. C'était le bordel
professionnel évidemment, mais ça marche et c'est surtout ça l'important parce qu'aujourd'hui, je pense que Reza l'a super bien exprimé, c'est que les jeux vidéo deviennent une expérience sociale et communautaire avant toute chose. Donc certes, si tu veux faire de la compète, tu vas clairement pas faire du crossplay, mais en fait les gars qui sont sur Roblox ou sur Fortnite sont là pour parler avec leurs potes pendant qu'ils font un truc, c'est tout. Je pense aussi, ouais. Donc c'est tout ce qu'il y a à optimiser, c'est tout ce qu'on veut. Donc, 4 vœux pieux, 4 souhaits. Je pense quand même qu'il y a des trucs qui vont arriver. Franchement, ça va arriver d'ailleurs. Et je pense que ça va arriver autant qu'une nouvelle chronique d'ailleurs. Parce que aussi, dans cette émission, il y a pas mal de choses qui ont changé. Parce que, bon, là, c'est toujours Jojo Boomer. Mais c'est pas grave. Ça reste le même. Ça reste le même. On a des nouvelles rubriques à l'intérieur. Et voici un jingle d'une nouvelle rubrique. On y va, les amis en régie. Alors, imaginez un monde dans lequel vous pourriez regarder le journal du hardware en disant voilà, je sais ce que veut dire HDMI 2.1, je sais ce que veut dire ALLM, VRR, ce que veut dire ci ou ça. C'est la séquence qu'on va donc faire maintenant tous les vendredis en ayant posé une question avant sur Twitter ou bien ailleurs, dire mais quel est le mot le chat, d'ailleurs, le chat avec les petits loulous, mais quel est le mot franchement, non, c'est pas possible, on comprend pas tout, on veut comprendre. Et là aujourd'hui, ce qui est tombé, c'est le taux de rafraîchissement. Alors je suis désolé, j'ai essayé de retrouver justement le pseudo de la personne sur Twitter avec un super gif qui l'a réclamé. Je crois que c'était Baptiste, j'espère que c'est ça. Alors le taux de rafraîchissement, du coup je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est. Et si vous vous demandiez pourquoi j'avais un bloc de post-it dans les mains rose depuis tout à l'heure, c'est exactement pour ça. Le taux de rafraîchissement, si on prend la définition pure mais qui n'est pas forcément facile à comprendre, c'est le nombre d'images par seconde qu'affiche un écran. Alors le truc, c'est qu'il faut se rappeler que la vidéo, c'est une fumisterie. Dans les faits, ça n'existe pas. C'est une succession d'images qui donne l'illusion à la cornée que les choses sont en mouvement. C'est toute l'idée, évidemment, de la vidéo. Sauf que ce mouvement-là est défini justement par le nombre d'images. Si vous avez un petit carnet et que vous faites un dessin, vous connaissez tout ça, quand on fait un petit dessin, une petite animation comme ça, en fait, plus vous faites ce mouvement vite, et plus le dessin va aller vite. C'est normal. Plus ça va être fluide, plus ça va être réactif. Le taux de rafraîchissement d'un écran, c'est exactement pareil. Si vous avez un écran, et c'est exprimé en Hertz, c'est le nombre d'images par seconde. Donc si vous avez un écran 60 Hertz, c'est comme si vous faisiez passer 60 feuilles en une seconde quand vous faites ce mouvement-là. Si vous avez un écran 144 Hertz, ça veut dire que vous faites passer 144 petites fiches comme ça, juste avec un seul mouvement d'une seule seconde. Donc évidemment, comme les petits dessins que vous avez dessinés là-dessus, si jamais plus vous le faites vite, plus c'est rapide, plus c'est fluide. Donc plus il y a d'images et plus il y a de hertz, plus l'affichage est fluide et rapide et réactif. C'est le taux de rafraîchissement d'un écran. Moi, j'ai tout compris, mais tu sais, moi je suis un méchant de ouf, parce que ça, c'est génial. Ça, c'est une de tes notions. Donc non, mais c'est plus des petits post-it, c'est super. Mais peut-être que les gens aussi ont justement un tout petit peu envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand, là tu parles de 144 Hz, donc c'est le nombre d'images affichées, et qu'est-ce qui se passe justement quand on balance pas ça sur un produit qui est un téléviseur qui est 120 Hz et autres, parce que tu sais qu'il y a des adaptations. Par exemple, tu as des images qui sont en 24p, qui sont en 25p, qui sont en 30p, et dans ce cas-là, il y a un travail de processing derrière qui fait que... Je vais pas te mentir, mon pépé, je pense que pour ça, il me faudrait 5 minutes supplémentaires, donc on va peut-être le voir. Si vous voulez la semaine prochaine, mais non, mais si on va le faire, avec plaisir. Dites-le dans le chat, dites-le sur les réseaux sociaux, et je vous dirai qu'est-ce que c'est le VRR, justement. On en parle la semaine prochaine. Et justement, tout à l'heure, c'était Batix qui avait demandé, et là, maintenant, la différence, est-ce qu'il y a une différence entre ce que tu viens de dire et les FPS, les frames per second? C'est pas la même unité de calcul parce que FPS, c'est le terme anglais frame per second, donc le nombre d'images par IPS seconde. Mais c'est des deux notions extrêmement proches, évidemment. C'est juste pas la même unité de calcul. Mais de toute façon, n'importe comment, toutes les semaines, on va décrypter. Donc même là maintenant, on s'est encore redonné des idées. Donc VRR, la mise en 24p, machin truc. On peut faire plein de trucs parce que c'est une merveille. Totalement. Avec toutes les dalles qui étaient annoncées avec des sous-balayages de 1900 Hz. Tout bêtement, le moindre terme que vous entendez au cours de l'émission où vous vous dites je sais pas ce que c'est. Vous nous le mettez dans le chat. On a évidemment la régie qui gère ça. On a des tweets qui passent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y aura un post Instagram ou des trucs comme ça. Et on va juste prendre ceux qui seront les plus plébiscités. Si vous voyez qu'un post existe déjà, likez-le. On va prendre le plus liké, par exemple, des trucs comme ça. Si on voit sur le chat qu'il y a un mur de, je sais pas, le VRR, c'est quoi ? On va prendre le VRR. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est un peu votre catégorie
à laquelle on vous répond vous vraiment, quoi. Donc n'hésitez pas. En 5 minutes beau, pour écoute, mais essayer franchement, c'est beau de tout vous expliquer prendre ma simplement. place. C'est magnifique, c'est magnifique. Non mais c'est ça, toutes les semaines je trouve ça vachement bien parce que il y a toujours les gens regardent des émissions un peu tech et quelquefois on a tous, même nous ici, il y a plein de trucs où moi je me dis mais ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, si on peut vous aider à comprendre certains termes, pour que vous le compreniez mieux à la fin, ben moi, je suis super content, quoi. Ça fait super. Donc, n'hésitez pas dans le chat et n'hésitez pas sur Twitter. Je crois qu'on se fera un plaisir de voir ça. Alors maintenant, j'ai 2 tests. J'en ai un par Otaxu et un par Reza. Ouais. Avec le temps, je vais commencer par Reza pour être sûr, parce qu'il n'a pas assez parlé, mon petit Reza. Non, mais moi, tu sais, il n'y a pas de problème ici. C'est... Ah, tu veux nous parler de quoi? On s'informe aujourd'hui, on écoute. Du coup, oh là. Junglé. Attends. Jingle. Les tests. Donc aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on a 2 tests, on a 2 manettes. Donc une manette qui va être présentée par Otaxu, une manette qui va être présentée ici par moi-même. Mais évidemment, nous ne sommes pas en opposition, nous ne sommes pas en concurrence, nous ne sommes pas dans un versus. Mais je pense pouvoir vous présenter la meilleure. J'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi j'en étais certain. Avec ces 2-là, ça va pas rater. Non, mais voilà. Et voilà. Déjà pour que les gens comprennent aussi, voilà, quand on fait des tests, hein, on nous paye pas pour faire des tests, bien évidemment. C'est du matériel qu'on nous envoie pour qu'on peut tester et montrer à la communauté. Ce sont des prêts. Et venir en présenter. Non, là, moi, c'est le sien. C'est la tienne? Oh oui, c'est pas un prêt. On va me l'envoyer, mais je la garde. Tu vois. C'est un prêt de loin. C'est un prêt long terme. C'est un prêt de loin. Du coup, je vais vous parler de Victrix. Victrix, qui est une marque que je connaissais pas à l'époque. Moi, c'est une marque assez récente qui a fait du coup des sticks arcade donc pour le jeu de combat et des hitbox, enfin des équivalents de hitbox. Donc c'est des sticks arcade sans stick. Voilà. Que tu nous avais présenté il y a quelques mois. Exactement, j'avais présenté une hitbox d'ailleurs, notamment. Comme un petit piano, mais pour les jeux de combat. Exactement. Et du coup, la manette Victrix, elle est là déjà. Bon, je trouve qu'elle est super bien. Elle est assez trompeuse en image sur Internet parce qu'un jour, un mec m'a dit putain, la manette a l'air balèze. J'ai dit alors non, elle fait la taille d'une manette d'Xbox Series X. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. On a les boutons en façade. Il y a Pépé qui nous l'a mis sur la caméra devant là-bas. On a les boutons en façade. On a joystick gauche, joystick droit, 4 boutons, les gâchettes, les boutons R1, L1, L2, R2. Un D-pad, 2 joysticks, et on a les palettes derrière si tu peux tourner la manette rapidement, Pépé s'il te plaît. On a 4 palettes qui nous permettent de reconfigurer des boutons en utilisant le bouton du milieu. La notice d'ailleurs assez un peu hardcore, et vous avez du coup ces petits trucs au-dessus qui vous servent à verrouiller ou non les gâchettes R2 et L2 pour les passer en bouton ou les laisser en gâchette. Donc quand vous jouez bien évidemment à un jeu de voiture, vous avez besoin d'une gâchette par exemple pour le frein ou l'accélérateur. Si vous jouez à un FPS ou un jeu sur lequel vous avez juste besoin d'une touche pour tirer, vous pouvez la reconfigurer en touche. Classique. Je vais reprendre la manette, Pépé. Je vais commencer à l'ouvrir. It is yours. Merci beaucoup. Donc la manette, elle coûte 180 € à la base. Donc c'est 180 € en France, 200 $ aux USA normalement si je dis pas de bêtises. Elle n'arrive pas avec ce D-pad. Je vais vous montrer tout ce qui est disponible dedans parce qu'on a pas mal de choses qu'on peut remplacer. Attends, ça va aller devant. Je vais te laisser envoyer ça devant, Pépé. Avec plaisir. Et après t'enverras le reste s'il te plaît. Je suis désolé. Donc ce que je t'ai donné dans les mains. Normalement on a 2 D-pads dans les mains. Donc le D-pad, c'est les flèches, comme on appelait ça quand on était gamin. Donc les D-pads, ce sont les flèches. Voilà, la flèche opposée, c'est la flèche qui est de base sur la manette. Donc celle de l'autre côté, que j'ai trouvé pas ouf. Donc moi, j'ai directement changé. On en a une deuxième au milieu qui ressemble un peu à celle de la 360, un peu de Xbox. Exactement. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Et vous avez du coup des analogues différents que vous pouvez positionner donc en joystick gauche ou en joystick droit, selon si vous préférez un truc plus court ou si vous préférez un truc plus long. Donc moi, j'ai opté directement ici pour ce D-pad. Mais ce qui est vraiment bien, je vais te donner parce que j'ai encore du matos. Il y a beaucoup de matos dedans pour 180 balles. Vas-y. Je te cache pas que j'étais très étonné au début du prix. Je me suis dit, scam ou pas scam, scamono, scamoyes, scamono, j'ai envie de dire. Donc là, ce que j'ai donné à Pépé, c'est. Alors, j'oublie comment on appelle ça, ce qui va nous servir à recouvrir du coup. Enfin, tu peux montrer le deuxième truc que tu as dans les mains, s'il te plaît. Voilà. Ça va nous permettre de le mettre en dessous du coup du joystick. Là, ce que j'ai moi sur la manette, c'est des trucs ronds. Donc, ça va être rond. Et ici, tu auras des directions. C'est ce qu'on appelle généralement un guide de joystick. Un guide de joystick. Merci beaucoup pour le terme, Otaxu. Donc, un guide de joystick qui va vous aider à avoir un peu plus de précision si vous avez du mal à aller d'un côté ou de l'autre par vous-même. Si vous jouez à un jeu de foot, un FPS ou autre, vous aurez directement des directions qui seront données. Maintenant, ce qu'a Pépé dans la main, c'est ce qui fait que pour moi, à 180 €, c'est possiblement la meilleure manette du marché, du moins tant qu'elle fonctionne et si elle ne se casse pas en 6 mois. C'est qu'on a la possibilité de passer cette manette d'une manette classique en ce qu'on appelle un fight pad. Donc les fight pads sont des manettes qui ont été créées à la base pour jouer aux jeux de combat et qui nous permettent d'avoir 6 boutons en façade. Parce que les jeux de combat de l'époque, avec Street Fighter 2, on va dire qu'avait lancé ce format, était un jeu qui jouait à 6 boutons. Donc pour petit, moyen, gros point, petit, moyen, gros pied. Donc ce qui va être pas mal avec cette manette, c'est qu'on aura une manette en 3.
Tu sais que généralement, tu as ce problème-là. Par exemple, moi, je suis team asymétrique pour les analogues. Donc, quand je joue à un jeu solo, à un jeu de voiture arcade, à un jeu de sport, à un TPS, j'aime bien jouer à la manette et j'ai envie de jouer en asymétrique. Parce que je jouais avec le joystick en haut depuis l'époque de la première Xbox et la GameCube. PlayStation, ils ont décidé de garder les deux joysticks en bas. Donc, on est sur des joysticks symétriques. Donc, tu mets le doigt en bas quand tu tiens la manette. T'en as qui ont du mal, donc ils préfèrent être en haut. Ce qui est bien avec cette manette, c'est que vous pouvez la mettre en asymétrique, vous pouvez la mettre en symétrique et vous pouvez la mettre en fightpad. Donc, c'est la première manette qui fait les trois et pour moins de 200 €. En supplément, tu as 3 G-pads que tu peux changer, tu as 3 formats de joystick et tu as un guide assisté ici. Tu peux passer les palettes en bouton. Donc du coup, tu peux démonter toutes les parties qui sont ici Exactement. pour les inverser. On va le faire tout de suite. Alors, On va le faire tout de suite. Alors, ça, c'est du le hardware. Pour le tarif, Pendant que c'est tu fais vachement ça, bien. du coup, c'est sans fil et filaire. Sans fil et filaire. Donc, tu as le mode ici. L'autonomie, La ça Wi-Fi ou donne normal. quoi? L'autonomie, ça se dépense assez vite. Comme j'ai joué avec sur ma Play 5, parfois je switch avec la DualSense. Elle dépense aussi vite par rapport à la Play 4 et tout. C'est des manettes qui tombent assez rapidement sans fil. Je pense, tu dois avoir vue d'œil, tu dois avoir une bonne session de 8 heures, je pense, actif à fond. Donc comme la DualSense. en Ouais, fait, je pense que tu dois être dans les mêmes eaux que la DualSense. J'ai vraiment pas fait de calcul, je vais pas vous mentir, mais à Elle est vue d'œil, c'est à peu près comme la DualSense, Elle est je pense. compatible PC aussi, j'imagine. PC, PS5, donc PS5. t'as les modes ici, PS5, PS4, PC. Ok, ouais, donc comme tous les accessoires. C'est ça. PlayStation. Quelqu'un qui demandait pour le plastique, qui avait peur que le plastique soit un peu cheap. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce Le, qu'elle est plastique déjà le Parce que- joystick ou... Le plastique de la manette. Ah, le en plastique de la général, manette quoi. en général? Non, il a pas l'air spécialement cheap. Attends, Ah je ouais, te laisse c'est ramener top. ça devant. Verre devant. Je vais faire attention. Hop, je vais mettre ça. Hop. Ouais, c'est super simple à changer et c'est. Ouais, c'est encore plus simple à changer que la Astro C40, qui est une manette que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai présentée ici. Parce que là, tu retires directement les blocs entièrement et tu pars de là. Donc là, je vais changer la manette rapidement, qui était de base en une manette asymétrique avec les joysticks en haut. Je vais virer le joystick en haut, je vais le mettre en bas, je vais mettre le D-pad en haut et je vais vous la redonner en version fightpad, donc comme si j'allais jouer à un jeu de combat. Pour vous montrer que vraiment, c'est une manette qui peut tout faire, entre parenthèses. Hop là. On va inverser ça. Et ça se fait vraiment en 10 secondes. quoi. Ça me donne envie de ouf, mec, t'imagines même pas. Ça va être dur de passer après ça. Non. Je Tout va bien. ne vois pas de quoi tu parles. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop là, je resserre. Il y a quelqu'un qui demande si la batterie est scellée Mhm. dessus. Bonne question. Il y a moyen. Faut voir ce que ça donne au retour. Tiens, je te renvoie la manette PP. Mais avec plaisir. Donc là, tu peux leur montrer Voilà. une toute nouvelle manette en fait. Donc tout à l'heure, ce que j'avais dans la main, c'était une manette asymétrique, on va dire, de type Xbox pour jouer à n'importe quel jeu dessus. Là, en 45 secondes, je viens de vous faire une manette pour jouer à Street Fighter 6. Donc le D-pad en haut, pour mettre le pouce en haut de manière naturelle, comme sur une manette de PlayStation. Et à droite, les 6 boutons en façade pour jouer à un jeu de combat en 6 boutons. Vous avez donc carré, triangle R1, croix, rond R2, et vous pouvez utiliser les gâchettes derrière, soit en gâchette, soit en mode bouton. Bien évidemment, les palettes derrière vous permettent de reconfigurer certains boutons pour les utiliser à cette place. Par exemple, là, je vais parler de ceux qui jouent un peu à Devil May Cry, à haut niveau, qui est un jeu qui demande beaucoup d'input. Vous pouvez d'ailleurs changer les trucs en les mettant derrière pour ensuite avoir une plus grosse simplicité ou adaptabilité. Je vais parler aussi de, comment ça s'appelle, End of... un jeu de mecha à l'époque de Armored Core. C'était End of quelque chose, il me semble, non? Il y en avait un autre jeu de mecha à l'époque où tu tenais la manette inversée comme ça. Je sais pas si tu te rappelles. À l'époque de la Play 2, je crois. De la Play 2 ou de la première Xbox. Je suis désolé. Ils l'auront peut-être dans le chat. Mais c'est pas mal du tout en tout cas. Donc voilà, vous avez différents grips, vous avez différentes façons de jouer. Et encore une fois, c'est la seule manette que vous pouvez mettre en symétrique, en asymétrique ou en fightpad. Donc rien que pour ça, je pense qu'elle vaut le coup. Je l'ai reçue en fin décembre et je l'ai déballé en stream et j'ai dit aux gens de ma commu, je vais jouer en stream. Dès qu'elle pète, je vous le dirai aussi. Donc là, pour moi, le dernier truc qui reste au test, c'est de savoir si elle est durable. En fait. Ouais. C'est un Parce truc qui est compliqué pour tout le monde. Ça. Elle Arriver à durable, on peut estimer, pas te le dire. Je peux pas te dire, ouais, salut, non, tu la sais manette, pas. elle a l'air durable. Non. Je sais pas. Ça se trouve, dans 3 mois, elle marche plus. Ça se trouve, dans 6 mois, elle marche encore. Donc, c'est le seul détail Non, qui va je préfère manquer. pas. C'est Zone of the Ender, je crois, le jeu, exactement. Ouais. Ah, Zoé. Ah, ok, C'est ça. d'accord. Je suis désolé, je Non, l'avais. non, Je trouve le Pardon, produit passionnant. je l'avais sur le bout Le de côté la langue. puzzle du produit, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il est passionnant. Puzzle multitâche aussi, parce que Ouais, nous, à l'époque, multitâche. du coup, j'ai toujours eu beaucoup de manettes chez moi parce que j'utilisais des manettes différentes pour des jeux différents, malheureusement. Et par exemple, sur Play 5, du coup, j'ai ma DualSense et j'ai cette manette, et cette manette me permet de tout faire. Je peux jouer au jeu de J'ai combat l'impression que c'est la avec. première fois que je vois une manette avec 6 boutons comme ça pour jouer à Street Fighter. Quoi. Ah ouais, Vraiment, Les fightpads, non, c'est récurrent, les Je sais fightpads. pas, je sais pas. Ah ouais, un peu non, bizarre, c'est ouais. traditionnel. pour Ok, le coup, d'accord. C'est Le tradit, prix- c'est tu redonnes récurrent. le prix, s'il te plaît 180 €. Après, il y a 180. certains sites qui vont le vendre à 200 €, mais normalement, c'est trouvable à 180. D'accord. Ok.
Bah, le fight, t'as des trucs à dire encore, mon petit Otaksu, ou c'est bon Reza, plutôt. On laisse la place, la réponse du berger à la bergère. Mais non, je peux laisser Otaksu parce qu'il a ramené la manette Bah la ouais. plus chère du plateau. Mais oui, c'est pour Donc, ça. je C'est pour vois ça que pas ça m'intéresse. non. Ça me fait rire. Moi, j'ai ramené la manette de Non, l'actualité, mais non. puisque je crois Non. qu'elle sort aujourd'hui, et sinon elle sortait le 24, je me souviens plus, qui est évidemment la DualSense Edge, la manette ce Pro Sony officielle. Yeah. Je vais profiter du fait qu'on est bien en parallèle avec une autre manette pour la ranger et vous dire d'acheter la Victrix. Mais non. voilà. Non, je déconne Scandaleux. évidemment. Scandaleux, cette Comme vous le émission. voyez, hein, clairement, comme ça, on dirait une DualSense assez classique, à ceci près que le plastique ici est brillant et glossy, ce qui est déjà un choix de design que je ne comprends pas très bien, pour être honnête. Sachez qu'elle est aussi plus lourde, 330 grammes face à 282 grammes pour la manette classique, et évidemment, le plus grand changement va se retrouver au dos, puisque nous avons des zones qui peuvent être modifiées. On a les 2 palettes classiques, on a 3 restrictions de mouvement pour les gâchettes. Si jamais je le mets tout en haut, c'est tout mou. Si je le mets tout en bas, c'est 0. Et sinon, il y a la demi-course. Donc, c'est plus ou moins le même principe que ce Pour que je viens de loquer présenter. R2, L2. Voilà, pour loquer R2, L2, pardon. Mais cette fois-ci, sur une gradation de 3 niveaux. Ces palettes-là sont évidemment modifiables facilement par le biais en fait sur un petit aimant plus un petit Ah, on loquet. en a que 2. Donc pour le mettre, il y en a que 2 effectivement. Je pensais qu'on en avait 4. Ici, non, il y en a que 2. Il y en a que 2 effectivement. Et en haut, sachant qu'il y a plusieurs, Tu crois il y a plusieurs. Non, mais Alors, il y en a ne que vous 2. inquiétez Ah, pas. oui. Mais Allez. Mais surtout en façade, vous avez 2 boutons ici qui sont les boutons FN qui vous permettent en fait, lorsque vous les utilisez, quand vous avez la manette en main, avec triangle, carré, rond, croix et FN, c'est de changer de profil de la manette, parce que vous pouvez définir 4 profils différents, ou plutôt 3, puisque triangle est le profil par défaut, donc 3 profils différents vraiment qui existent. Et avec la croix, vous pouvez changer le volume de la télé ou de votre casque. C'est incroyable. Surtout, nous avons pas mal d'accessoires assez sympathiques. Si tu peux les montrer à la caméra. Il te manque, puisque, nous avons plusieurs accessoires sympathiques. Nous aussi, il faudrait peut-être dire aussi. nous aussi, évidemment, dans la team Sony, puisqu'il est possible, évidemment, de changer les joysticks. Ça, c'est un truc sympa. Vous avez un petit bouton release, en fait, au dos. Release qui est un petit peu dur à choper quand on n'a plus d'ongles. J'aurais pas dû, mais c'est pas grave, je vais le trouver. Voilà. Vous avez un petit bouton release qui vous permet, en fait, de sortir la zone tactile cracra glossy, alors qu'elle était mat au début, que ça allait très bien en mat, de cette DualSense Edge, pour accéder au stick, ce qui vous permet en fait de changer notamment les capuchons que vous voyez, avec des capuchons assez hauts, des capuchons de taille classique, mais surtout 4 capuchons qui sont dans le style concave de la DualShock 3, notamment et précédemment, tandis que ici on est toujours sur des sticks convexes qui ont été popularisés par Xbox, mais qui ont été intégrés surtout sur la DualShock 4 et maintenant la DualSense. Sachez du coup que si vous voulez des sticks hauts, si vous préférez ça, notamment les joueurs de FPS apprécient des sticks hauts pour plus de précision, et ben vous devez jouer forcément en convexe, comme à l'époque de la DualShock 3, puisque ces capuchons-là n'existent que sur les trucs fournis d'office. Donc, si vous voulez rester en DualSense Edge. Au dos, vous pouvez aussi, plutôt que d'avoir des palettes, avoir des petits dômes que vous avez vu dans le truc. Ces petits dômes, vu que... Tu peux m'enfiler un, tiens, s'il te plaît, merci. Vu que c'est des petits dômes, vu que la manette est aimantée au dos, en fait, quand vous avez ces petits dômes-là, c'est pas mal pour reposer le doigt, sauf que vous avez tendance à les agripper de l'autre sens quand vous reprenez la manette. Et là, tu as cette petite impression-là, bien plastique, et pourtant c'est du métal, qui te donne bien l'impression que ça va sauter à un moment, que tu vas le perdre. Mais surtout, il y a un truc qui est excellent, c'est que face à cette manette, et c'est là où je vais te donner mon pépé, la manette elle-même, c'est pas mal ça. vous pouvez changer en fait les sticks pour une réparation facilité. Et là, pour le coup, l'accès à ces sticks, si on pouvait remettre la caméra, voilà. L'accès à ces sticks se fait très simplement. Vous voyez la petite manivelle grise métallique sur le côté. Vous la levez, ça enlève du coup le petit port qui ressemble un peu à un port USB quelque part, qui vous permet du coup de retirer le stick. Donc, si jamais vous avez un stick qui foire, Sony va vendre ces sticks
pour le changer en composant, hein, tout simplement. Donc, au bout, une plus longue longévité. Ce n'est pas le cas, par contre, pour l'autonomie de la batterie, puisque la DualSense classique, on l'a dit tout à l'heure, fait entre 8 et 10 heures. Ici, dans mes propres tests, j'étais à 7 heures d'autonomie, en comptant le fait que j'ai joué sur 7 heures d'autonomie réelle et vraiment jusqu'au bout. Je ne me suis pas arrêté à l'alerte batterie faible. La plupart de mes camarades, notamment Cassim, justement, notaient plutôt une autonomie de 5 heures. Alors moi, je l'ai retrouvé sur 7 heures, et sachant que je l'ai utilisé avec un jeu qui utilise la DualSense, les vibrations, et en mettant tout à toute berzingue, donc la plus grosse luminosité de LED, etc., il est possible d'optimiser. Pour moi, l'autonomie n'est pas une grande déception. La plus grande déception, clairement, sur cette manette, c'est le suivi de Sony, puisque oui, son intégration sur la PS5 est magnifique. Là, pour le coup, vous la branchez, immédiatement la console te dit c'est une DualSense Edge, va par là si tu veux faire les réglages. Pas de problème là-dessus, ça c'est génial. Et c'est évidemment ce qu'on attendait d'une manette signée Sony. Sauf que, au niveau des fonctionnalités, on est extrêmement en retard par rapport à la concurrence. Notamment le simple fait que ces boutons-là en façade, par exemple, ne peuvent vraiment être utilisés que pour les fonctions que je vous ai dit. Il n'est pas possible de les remapper. Alors que, franchement, le bouton de droite pour baisser le volume du micro, on s'en bat les steaks, très clairement. On utilise quasiment constamment que le volume de gauche. Les joysticks à l'arrière ne peuvent être utilisés que pour une seule touche. Vous ne pouvez pas faire de combinaison de touches. C'est incroyable de ne pas avoir pensé à des combinaisons de touches, alors que dans les jeux vidéo, notamment les jeux de baston, mais pas que, parce que par exemple pour un MMO qui a énormément besoin de touches supplémentaires, FF14, si tu fais R2 plus L2, tu as accès à une autre barre de raccourci. Tu aurais pu très bien la mettre là, optimiser une autre ici, ça n'est pas possible. Pour le coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une mise à jour qui va arriver pour ça ? C'est possible pour ça, mais ce n'est pas les seules choses qui manquent. Il n'est pas possible de faire des macros, il n'est pas possible de faire un turbo, il n'est pas possible de faire tous les trucs qu'offrent les manettes professionnelles depuis des dizaines, des vingtaines, des 30 moi, années. Je t'arrête, est-ce qu'il y a une explication à ça ? Parce que moi, je me pose en béotien, je me dis, qu'est-ce qui fait que toutes les choses qui sont connues, qui devraient être faites, ne sont pas faites sur un modèle aussi attendu ? Parce que Pépé, tu connais Sony. Non, je ne sais pas qui sont ces gens-là. C'est pas une question de retour haptique, parce que pour le coup, les retours haptiques, c'est une DualSense, c'était déjà intégré, ils n'ont rien besoin de faire au niveau logiciel, mais tu connais Sony, mon Pépé. Ils sont géniaux pour créer du hardware, c'est des développeurs dégueulasses. Bonne année. Voilà, c'est comme ça fait, ça y est, c'est des 10 temps ans immémoriaux. Alors, le truc, c'est que on va pas cracher dessus. Évidemment, il y a un truc, et tu viens de le dire, c'est que c'est la seule manette professionnelle, et ça le restera, qui profite des vibrations DualSense, et notamment du fait aussi de pouvoir qu'il y ait une espèce de tension sur les gâchettes. C'est vraiment quelque chose qui est pertinent dans le jeu vidéo, qui donne des retours haptiques assez fous. Ça, là-dessus, je m'en lasse pas. Le confort de cette manette est toujours incroyable. Les finitions sorties de ce truc glace, que je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, les finitions sont sublimes. Sauf... Parce qu'il y a un dernier élément de cette manette, des accessoires, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser ce petit cache là pour bloquer le port USB sur le haut de la manette. Mais alors c'est du plastique, mais c'est cheapos, comme pas permis, et surtout ça ne fonctionne que avec le câble déjà fourni d'office, d'accord, je vois. qui est tressé et qui est long, donc c'est très bien. Mais voilà, le problème, c'est que cette manette là, c'est une plutôt bonne manette dans l'absolu. Oui. L'objet est très beau. Manette, sur le suivi logiciel, on pourrait toujours se dire qu'effectivement, c'est du logiciel, donc future mise à jour, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a un truc qu'on ne peut pas lui pardonner, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, une DualSense classique, c'est 10 € plus cher qu'une manette Xbox One classique, et parce qu'il y a des retours haptiques que n'ont pas les Xbox One. La DualSense Edge par rapport à une Xbox Series 2, c'est 90 € plus cher, à 240 €. Waouh! Et ça, je suis désolé, mais pas le prix. Ce qui est intégré là-dedans, quand bien même c'est un plaisir de l'utiliser, ne justifie absolument pas les 90 € de plus que son concurrent direct. Quand bien même il y a DualSense, 10 € de plus, ok. Pour 40 € de moins, et encore c'est au bas mot parce que tu disais que c'était plus 180 que 200, même en prenant le plus haut prix de la Victrix que vient de nous montrer Reza, vous avez la moitié des fonctionnalités, et même sur le côté logiciel, sachant en plus que évidemment la manette est compatible PC, sauf que tous les réglages sont obligés d'être faits sur la PS5 et uniquement la PS5.
Non mais ça fait quand même, si tu fais les plus et les moins, je Bah, peux pas être je suis l'avocat du diable. Les plus et les moins, il y a un test de ta part qui Il y est a en un ligne. test complet sur 01net, Sur 01net. effectivement, mais pour résumer, j'ai adoré l'utiliser, ne l'achetez pas. Oh là là, bah c'est bien, Tant qu'elle baisse j'adore pas de les, prix. j'adore C'est un les avis qui est émissions comme net, c'est ça. précis, c'est bien. Et Tant qu'elle baisse pas de prix. franchement, messieurs, merci beaucoup. Bon Parce retour que du JDH. c'était Merci. Bon retour. un plaisir parce que là, si vous n'avez pas vu ce JDH, je vous conseille quand même d'aller regarder sur YouTube, d'aller les replays de tous les côtés. 81% du chat veut la manette de Reza. Donc franchement, Ah oui, mais moi aussi, je fais c'est partie du fait. chat. Ah ouais, Et, voilà. je, et je l'utilise en stream tous les Voilà. jours. Et Comme quoi, je. merci messieurs, pas merci à d'ampoule. nouveau. Merci à toi, La semaine Pépé. prochaine, Merci, il y a des Pépé. rubriques qu'on n'a même pas eu le temps de faire tellement on avait de C'est vrai. matière. On se retrouvera La prochaine donc fois. jeudi prochain à 16h pour cette émission high-tech, comme il n'y en a même pas deux dans le monde. Mais je sais, en plus, je le sais très bien. On se retrouve dans le récap dans très très peu de temps avec tout le monde. Et puis moi aussi, j'ai le temps de courir dans le studio à côté, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, des gros bisous à tout le monde. Ciao, Des merci bisous à la tout le régie, monde. merci tout le monde. Allez, ciao, ciao. À très vite.